Dans la tête d'un coureur, la FAQ de Noël. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour ce magnifique événement, ce bel événement, j'ai la chance d'avoir un invité un peu particulier. Il est toujours particulier même si c'est un habitué du podcast. Salut Tristan, comment est-ce que ça va à quelques jours de Noël? Joyeux Noël. Oh, c'est pas tout à fait encore Noël, mais... On y arrive. Voilà, c'est la dernière ligne droite. C'est une belle période. Est-ce que t'es gourmand toi d'ailleurs? Est-ce que tu vas dégommer la dinde? Est-ce que t'es foie gras? Guillaume. Est-ce que t'es dans l'excès pendant les fêtes? Et je ne change pas avec le temps, donc la réponse est toujours la même. Oui, bien sûr, Guillaume, et toi? Oui, moi je suis gourmand toute l'année, donc j'ai pas d'excès. Tu fais pas de pause entre Noël et le jour de l'an? Non, c'est pas tout à fait ça, mais je reste raisonnable. Voilà, Okay, je reste raisonnable. Tristan, un plaisir de te recevoir, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on est parvenu dans ce studio là qui est décoré aux couleurs de Noël. On s'était vu à l'UTMB. Et puis, absolument. Et puis voilà, c'est le retour des formats DLTDC originaux. On reste dans le thème de la neige, de... Ouais, c'est vrai. De Chamonix. Ça ne change pas. Pas encore de neige à Paris, mais ça devrait plus tarder. Et puis, c'est le retour de DLTDC original. C'est vrai que c'est un format qui a beaucoup manqué à nos auditeurs en cette rentrée. Mais ça fait un bout de temps là que on a fait le dernier DLTDC original est sorti. C'était avec Mathieu Blanchard qu'on a enregistré cet été sur le dénivelé positif. C'était il y a 2 mois, donc en fait. Il y a 2 mois. Mais celui avant encore. Ouais, ça date. Mathieu nous a sauvés. Mais en tout cas. Un très bel épisode d'ailleurs que j'avais réécouté après. Ouais, si vous l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que en 2026, on a des super épisodes de DLTDC original qui arrivent. On a peaufiné les scripts et vous allez être servis. Franchement, on est très très content de ce qu'on a produit. On a hâte de vous faire découvrir ça tout au long de l'année 2026. Mais comme c'est les fêtes de fin d'année, et comme on est dans la magie de Noël, j'ai voulu marquer un petit peu le coup, Tristan, et faire un épisode un peu spécial, un FAQ du Père Noël. Alors, d'habitude, tu sais qu'à chaque fin de saison, on fait un FAQ tous les deux, mais là, absolument. Là, cette année, je te propose un concept un peu différent, un peu original. C'est 24 questions running. 24 pourquoi? Parce que ça fait un peu calendrier de l'Avent, tu vois, on reste dans le thème de Noël. 24 questions running les plus posées à ChatGPT. Je te préviens, elles sont un peu gênantes, mais essentielles. Et tu vas voir que quand nous, on demande aux gens de nous poser des questions, c'est bien structuré. Tu vois, on voit que les gens, ils font attention, ça pèse chaque mot, ça essaye de poser des questions intelligentes. Là, sur ChatGPT, c'est en roue libre, je te le dis. On sent que là, il y a comment t'appelles ça, ils n'ont pas leur identité liée à la question, contrairement à sur Instagram où quand tu poses tes questions. Alors, ils sont dans l'anonymat complet. Ça se ressent. Tu utilises toi d'ailleurs des modèles d'LLM un petit peu. On sait que ça a cartonné. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie un peu du quotidien des gens. Je ne sais pas combien de millions de milliards d'utilisateurs. On sait que les coureurs l'utilisent beaucoup aussi pour poser les questions. Certains même pour avoir des plans d'entraînement. On se souvient d'Océane Andrea, notre animatrice sur Safe Place, qui on avait reçu en podcast juste avant son marathon. Elle avait dit moi mon premier plan marathon, je l'avais fait sur ChatGPT. Ça ressemblait à rien. Alors depuis, les modèles ont évolué, mais est-ce que toi, c'est quoi le regard que tu portes sur ces nouveaux outils? Alors moi, j'en sers beaucoup, principalement pour m'en servir un peu comme En fait, ça a pris la place du truc de recherche Google, etc. Ouais. Je ne cherche plus du tout sur ça. Maintenant, je confirme mes sources ou je valide des infos. La première itération, c'est par ChatGPT ou Gemini ou qu'importe le LLM qu'on utilise. Mais aujourd'hui, je cherche plus une question directement sur Google. Ouais, ça c'est vrai que pour Google, après je sais qu'ils s'adaptent, mais ça risque de chambouler un peu. Ils ont encore YouTube où pour l'instant, ça ne remplace pas les bons vieux tutoriels où tu vois, moi qui suis très visuel, là pour le coup, on est tranquille. Et c'est intéressant. Alors pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs et auditrices, je me suis inspiré d'un thème sur un article américain. C'était pas un podcast, un article. On vous mettra certainement le lien en commentaire. Évidemment, moi je voulais 24 questions pour le côté Noël, et sur ChatGPT, en tout cas en France, moi j'ai pas réussi à extraire vraiment les questions parce que je pense qu'il y a des limites sur tu vois, le droit, la confidentialité, je sais pas comment ça s'appelle, l'ARCOM, non pas l'ARCOM, la RGPD. La RGPD, l'ARCOM c'est encore autre chose. La RGPD, je me perds avec toutes les normes en France. Ça y est, ça dérape. On attaque bien l'année. Ça dérape, ça se plaint quand même. Et donc voilà, donc j'ai pas réussi à tout trouver. Donc j'ai une partie qui vient de ChatGPT, mais du coup je voulais avoir ce côté sans filtre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir aussi sur un forum que tu dois connaître, Discord. Et Discord, c'est vrai que c'est un forum où les gens sont un peu sans filtre. C'est un peu
jeuxvideo.com, on va dire. Voilà. Discord ou Reddit? Reddit, pardon. Reddit. Attends, Discord Reddit. Non, je pense que c'est Reddit. C'est Reddit, voilà, Ouais. pardon, c'est Reddit, autant pour moi. Donc je suis allé chercher sur Reddit. Et aussi quelques questions les plus posées sur Google, un peu à l'ancienne. Voilà, un petit peu. Et comme quoi. Voilà, un peu pour les boomers, voilà. Ça, tout le monde sera représenté, dans le podcast. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir des questions très naturelles. Donc je vous préviens, ça va partir peut-être des fois un petit peu dans tous les sens. Mais ça risque d'être intéressant quand même. Est-ce que tu es prêt? Si c'est les questions les plus posées, de toute façon, on peut pas faire plus pertinent pour les coureurs. Donc absolument, c'est parti. Alors écoute, première question. Pourquoi j'ai parfois envie d'aller aux toilettes pendant la course ou juste avant? La raison principale, je pense, c'est lié au stress. Il y a une vidéo sur YouTube que j'aime beaucoup qui date maintenant je sais pas si c'est un psychologue ou bref, quelqu'un qui fait des recherches sur le stress qui s'appelle Serge Marquis, qui parle d'un des débats qu'il avait eu avec un de ses collègues qui prétendait qu'il n'y avait aucun lien entre un stress psychologique sur des symptômes physiques. Il lui dit oui, mais si c'est le cas, pourquoi à chaque fois que tu prends la parole en public, tu as envie d'aller aux toilettes? Et donc, bref, ça m'a fait penser à ça, cette question. De fait, il y a un lien entre symptômes physiques, l'envie d'aller aux toilettes, et stress. Quel est le lien précis entre les deux? Qu'est-ce qui fait que, j'imagine qu'il doit y avoir des explications un peu évolutionnistes où on dit oui, mais en fait, peut-être que se retenir de faire pipi, ça nous consomme de l'énergie qui ne pourra pas être utilisée pour fuir face au danger, etc. J'imagine que il doit y avoir des explications comme ça, mais en tout cas, c'est sûr que c'est lié à l'anxiété. Et bon, c'est un mécanisme aussi animal qu'on retrouve aussi chez les animaux en cas de peur, en cas de stress aussi, les animaux. Alors eux, ils ne retiennent pas leur état, donc on tendance vraiment à suriner un peu dessus. Moi, je pense aussi que c'était lié un peu à l'allègement. En me disant, tiens, il y a un état de stress, généralement on doit fuir, et donc pour fuir, un peu le corps va s'alléger au maximum, en tout cas va un peu ouvrir les vannes pour essayer justement de nous alléger au maximum. Mais je sais pas, j'ai aucune donnée scientifique, mais ça me semblait assez cohérent. Quelle que soit la raison, que ça soit pour libérer ses muscles, que ça soit pour s'alléger, on voit qu'il y a cette notion de fuite. Il y a une nécessité à fuir et il y a une nécessité à optimiser la fuite. Parce qu'on pourrait très bien dire que tu as aussi un aspect, comment on pourrait dire, choquant pour l'agresseur, et donc ça le déstabilise la petite seconde qu'il faut pour réussir à s'échapper. Quelle que soit la raison, c'est lié à ça, et très souvent, en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on commence l'effort, ça a tendance à partir. Alors, deuxième question, pourquoi ai-je toujours un point de côté après 10 à 20 minutes de course? La question de point de côté apparaît simple, mais elle a été beaucoup étudiée et je crois qu'il y a quand même un peu de mystère autour de ça. Alors, la raison pile poil du point de côté, on ne sait pas encore exactement laquelle. Est-ce que c'est une ischémie des muscles respiratoires? Est-ce que c'est l'équivalent d'une contracture des muscles respiratoires? Il y a plein de raisons, on ne sait pas exactement. Alors, il y a marqué toujours un point de côté. Je me permets de remettre en doute l'aspect toujours de mon expérience empirique. C'est très souvent les débutants qui ont un point de côté. Attends, je vais juste enlever ces lunettes, excuse-moi, parce qu'il y a les petites clochettes qui me... Alors, je tiens à préciser que normalement, alors pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne voient pas la vidéo, pour l'épisode Noël, on a des beaux pulls de Noël. Charlène, qui est la chef de projet, a bien précisé à Tristan, ramène ton beau pull de Noël. Tristan a dit oui, et puis il est arrivé, il a dit j'ai oublié comme par hasard notre pull de Noël. Donc évidemment, il s'en est pas sorti comme ça parce qu'il faut avoir un petit côté ridicule, et donc on lui a mis un petit serre-tête, lunettes, ce qui à mon avis dans les extraits aurait été assez sympa. Dommage. Pour le réel. Mais il y a des petites clochettes, donc c'est vrai que ça, voilà. Bon, désolé pour l'aparté, mais au moins vous avez le fin mot de l'histoire. Mais c'est pas grave, ça met des petites clochettes, ça met l'ambiance. Donc juste pour revenir sur la question du point de côté, 10 à 20 minutes, oui, ce que je disais, c'est principalement les débutants. Pourquoi ? Toujours en lien avec les muscles respiratoires, de mon point de vue, ils n'ont... En fait, quand tu as passé, je sais pas, je grossis les traits, mais 10-15 ans à pas respirer avec une grande amplitude, une grande intensité, c'est normal que tes muscles, ils ont besoin en fait de s'habituer, de s'entraîner comme tous les autres muscles. Et quand on commence à prendre en expérience, ça a tendance à partir. Est-ce que ça peut revenir, par exemple, après une période d'arrêt, ou alors sur des intensités qu'on n'a pas l'habitude de travailler? Parce que si on n'a jamais l'habitude de travailler du sprint, de la VMA ou des choses comme ça, le fait d'y aller va nous faire respirer dans des amplitudes et des intensités. Parce que sur cross, moi, jamais... quand je faisais du cross, j'ai déjà eu des points de côté alors que j'étais pas du tout débutant, mais parce que c'est vrai que tu pars très vite. Ouais, et c'est peut-être pas en fait, c'est quand tu changes tes habitudes.
Et ça a vraiment à voir par rapport à la ventilation. Et tu pourrais très bien penser que sur le cross, ça va être aussi sur des mouvements parasites. Par exemple, tu vas pas avoir ta cage thoracique totalement placée de la même manière que quand tu cours bien droit sur une piste, etc. Et c'est cette modification qui peut le faire. Je te donne un autre exemple qui arrive souvent. En triathlon, très souvent, les gens ne travaillent pas assez l'enchaînement où ils vont venir courir après le vélo. Et quand tu as un vélo de contre-la-montre, tu es couché sur ton vélo, tu as une position de l'abdomen pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures. Et quand tu te mets à courir, tu peux déclencher des points de côté, non pas parce que tu n'es pas entraîné, mais parce que tu n'as pas assez l'habitude de venir te relever après le vélo. Donc c'est un autre exemple de pourquoi est-ce que ça peut arriver. Ouais, donc par exemple, un coureur aussi qui se lance sur trail peut être... Absolument, très bon exemple. Est-ce que je peux toujours progresser si je cours 3 fois par semaine ? Ça, c'est une question, effectivement. Alors c'est là où tu as parlé de LLM tout à l'heure et dans les IA, tout dépend du prompt. Et en fait, en fonction de la question que tu vas poser, parfois, tu peux obtenir une réponse. Or, là, typiquement, ça va manquer un peu de contexte. Comme avant, pourquoi j'ai toujours un point de côté ? Qui est la personne ? Comment est-ce que... Donc, je pense que toutes les questions vont reprendre un petit peu cette problématique. Est-ce que je peux toujours progresser si je cours 3 fois par semaine ? La question, c'est... qui est cette personne ? Si elle est très avancée, qu'elle a beaucoup de passifs, il y a peu de chances. Mais il y a quand même après d'autres leviers de progression qui peuvent jouer. Je pense typiquement, est-ce que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois, par exemple, qui prépare un marathon, qui n'a jamais travaillé sa nutrition, il va pouvoir améliorer sa performance seulement par ce levier. Quelqu'un qui a 3 séances de course à pied dans la semaine, mais qui n'a jamais fait de renforcement, peut continuer à progresser par ce levier. Quelqu'un qui n'a jamais fait attention à sa récupération, quelqu'un qui n'a jamais structuré son entraînement. En fait, il y a plein d'autres leviers que le volume d'entraînement qui peut continuer à nous faire progresser. Le volume d'entraînement, évidemment, est très souvent l'un des plus faciles à activer. Mais la réponse est très certainement oui, hormis si tu as tout optimisé. En tout cas, je fais partie de ceux qui aiment penser que tant que vous progressez à 3 fois par semaine, continuez et puis prenez un peu votre temps avant d'augmenter le nombre de séances. Ouais, et puis si tu fais que 3 footings, par exemple, tu fais juste 3 fois 1 heure, tu te prends pas trop la tête. Si tu commences à dire, je vais en remplacer un footing par une séance de fractionné, tu vois, quand tu es débutant, finalement, tu as tendance à faire juste ton tour de pâté de maison autour de chez toi. Au pire, tu te dis, je le fais en 30 minutes, en 40 minutes, j'essaie de le faire en 37, puis j'essaie de le faire en 36, tu vois, tu te challenges un peu comme ça. On est tous passés par là, toi aussi, j'imagine. Oui, je reconnais. Franchement, qui n'est peut-être le mec qui s'est inscrit dans un club d'athlètes à 8 ans et qui est hyper déter, mais sinon... Mais c'est ce que je veux dire par structurer l'entraînement. En effet, si on a un truc pas structuré, on va pouvoir progresser à le faire. Une question qu'on retrouve beaucoup aussi sur ChatGPT, parce que on sait que beaucoup de personnes courent aussi dans des soucis de santé pour pouvoir mieux manger pendant les fêtes de Noël ou perdre un petit peu de poids. Est-ce que courir vite fait-il brûler plus de graisse que courir lentement ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs qui se disent il faut que j'aille vite pour consommer plus d'énergie, parce qu'on a toujours cette croyance que finalement, alors qu'il y a une croyance qui a été un peu débunkée par la science, mais on n'en est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, en gros, pendant très très longtemps, on pensait qu'on brûlait des calories parce qu'on produisait de la chaleur. C'est-à-dire, en gros, je vais courir très vite, donc je vais augmenter la chaleur corporelle de mon corps et donc je vais brûler plus de calories. Et on pensait que c'était un mécanisme assez simple par rapport à ça. Et les nouvelles études, on a pensé que ce serait un peu plus complexe que ça et ce serait beaucoup lié aussi à la partie des poumons. Donc, en fait, ce serait pas forcément la chaleur qui ferait plus brûler de calories. D'ailleurs, quand il fait froid, c'est là où, quand on grelotte, c'est là où on brûle le plus de calories. Ou pas forcément lié qu'à la thermorégulation, mais aussi les poumons auraient un gros rôle à jouer, notamment l'hyperventilation, ce genre de choses. Alors, je rentre pas spécialement dans les détails parce que je maîtrise pas forcément tout, c'est un article que j'ai lu en diagonale, mais on aura peut-être l'occasion de faire ça avec un expert. Mais est-ce que quelqu'un qui va par exemple faire un marathon en 2h30 va brûler plus de calories que quelqu'un qui va faire un marathon en 5 heures ? Alors, il y a plusieurs choses. J'essaie de répondre à tout. La dernière question, la réponse est... À économie de course égale non, parce que le travail est le même. En fait, c'est la distance, qu'importe le temps. En fait, tu vas dépenser plus ou moins la même quantité d'énergie. La seule différence, c'est que comme l'économie de course va varier entre les gens, parce qu'ils ne courent pas non plus à la même vitesse. Enfin, comme ils courent pas à la même vitesse, ils n'ont pas les mêmes ressorts sur les modes de contraction musculaire. C'est pas tout à fait, mais en tout cas, en fait, tu peux dire que sur un marathon, tout le monde plus ou moins va consommer la même. Ça, c'est plutôt c'est qu'il y a peu importe qu'on le fasse, il y a une mais donc c'est très intéressant parce que ça me ramène à la question initiale qui est est-ce que je brûle plus de graisse si je vais plus vite ? En fait, c'est à durée égale. Donc, par exemple, si je cours 1 heure, je vais brûler plus de calories en courant vite qu'en courant pas vite. Et ce qui importe, c'est la dépense énergétique quand on parle de brûler des graisses. Alors,
comme c'est la dépense énergétique qui compte dans... comment est-ce que je pourrais dire ça? Parce qu'il y a un historique. Ok, je vais reprendre l'histoire depuis le début. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est justement il faut courir lentement pour brûler des graisses. Parce qu'on parle de filière énergétique, exactement, on disait quand on va à haute intensité, on brûle des glucides, et quand on est à basse intensité, on brûle des graisses. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu. Et c'est ça qu'on a prouvé qui était faux, parce que, en fait, quand bien même tu utilises des glucides quand tu es à haute intensité, après, au repos, tu vas avoir un rééquilibrage, et en fait, c'est la dépense calorique totale qui va pouvoir compenser, on va dire. Donc, il y a ce que tu consommes pendant l'effort et ce que tu consommes après l'effort. C'est pas très clair. Donc, tout ça pour dire que le but, c'est, si on veut perdre de la graisse, dépenser des calories, en fait, on pourrait faire un parallèle un petit peu rapide. Le but, c'est de dire comment je peux faire pour dépenser le plus de calories dans une durée de temps donnée. Et à ce moment-là, en effet, la haute intensité fonctionne bien. Or, en fait, quand on a une vision un peu plus holistique, on peut pas faire que de la haute intensité, on peut pas faire souvent autant de haute intensité que de basse intensité. Typiquement, tu peux très bien faire 3 heures de vélo, mais tu peux pas faire 3 heures de fractionné. Je te donne un exemple. Donc il y a pas mal de choses qui se compensent. Donc en fait, on brûle factuellement plus de graisse par minute à haute intensité qu'à basse intensité. Mais quand tu prends tout le contexte, on peut pas faire autant de haute intensité que basse intensité, les risques de blessures sont plus élevés, etc., etc., etc. En fait, c'est pas forcément vrai. En fait, le bon mix pour moi, c'est les deux. Enfin, là où tu brûles le plus de calories, c'est quand tu mélanges endurance fondamentale et endurance avec de l'intensité. C'est là où tu vas vraiment perdre du poids, quoi. Alors, le meilleur moyen de perdre du poids, c'est de réussir dans sa semaine à maintenir une activité la plus stable possible. Donc, quel genre d'activité, quelle méthodologie tu vas pouvoir utiliser qui va te permettre de maintenir sur le très long terme une activité physique. Oui, parce que c'est la régularité qui va te permettre. Après, et on en avait déjà vaguement parlé, souviens-toi, avec cet ultra trailer, tu vois, qui brûlait 5-6 000 calories. C'est qu'on sait que globalement, le corps, alors je crois qu'il y a une limite, mais autour de 7 000 calories, on ne peut pas brûler plus de 3 fois, on dit en règle globale, la dépense calorique. Donc ça nous renvoie à 7 500 à peu près, c'est ça Alors oui, c'est sur le très long terme. C'est-à-dire quand tu fais la moyenne de toutes tes dépenses caloriques par jour, mais là on parle d'athlètes de très haut niveau. En fait, sur une période d'un mois, si tu lisses, il y a des jours où tu vas pouvoir dépenser 10 000, il y en a où tu vas dépenser 3 000. Et si tu fais la moyenne, faudrait pas que ça excède 3 fois le métabolisme de base. Mais je pense que là, les amateurs ont de la marge avant. Oui, c'est sûr. Mais après, ce qui est intéressant, c'est quand tu es un coureur très régulier qui fait beaucoup de fond, beaucoup d'endurance, on sait, déjà, tu as l'économie de course, ce qui fait que pour un effort donné, tu vas dépenser moins d'énergie. C'est bien, c'est une bonne chose. Et tu as aussi ce côté que le corps, il a tendance quand même, à un moment donné, à s'adapter, c'est-à-dire à baisser les fonctions physiologiques, c'est-à-dire en gros, ton système de défense immunitaire, et ça, on fera un épisode sur les pics de forme, mais... en fait, souvent, on dit en fin de prépa, tu tombes malade parce que tu es fatigué, mais c'est aussi parce que, en fait, pour économiser aussi des calories, ton corps, il va avoir tendance à baisser certaines fonctions vitales. Et notamment, tout ce qui est lié autour du système immunitaire qui est très énergivore pour le corps. Et donc, il va laisser passer plus de... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout à fait... Parce que vous êtes en fin de prépa, tiens, c'est la clim. Tu vois, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau. Pour les JO, ils font hyper gaffe aux maladies, ils ont des masques tout le temps. Mais c'est aussi parce que quand le corps il est très entraîné, il est en pic de forme, il est aussi beaucoup plus sujet. Parce qu'en fait, il est vraiment en mode économie maximum, quoi. En fait, l'économie de course est avant tout la capacité du corps à économiser de l'énergie. Et donc, dans ça va impliquer aussi de réduire certaines fonctions. Sur la baisse des fonctions, j'avais vu qu'il y avait une autre question qui était un peu en lien avec celle-là, la 15. Pour teaser les gens. Donc, en effet, on va parler à ce moment-là de ce qu'on appelle le Non-Exercise Activity Thermogenesis, qui reprend ce que tu as dit là. Mais du coup, je ne le dis pas. Ouais, ok, je vais trop vite. En revanche, je veux juste revenir, pour finir, 30 secondes sur ce que tu as dit sur la respiration. Alors, sur la respiration, en fait, c'est pas tout à fait le fait que, respirer, oui, consomme de l'énergie. Le petit twist qu'il y a eu récemment dans l'entraînement physique, c'est de dire que avant, on disait juste la respiration n'est pas limitante à la performance, point. Donc, on ne s'en occupait pas. Or, il s'avère que les muscles respiratoires consomment plus d'énergie que ce qu'on pense lors d'une activité. Et donc, par conséquent, pourraient être entraînés pour améliorer la performance dans des moindres mesures. Mais quand on est élite, les moindres mesures nous intéressent. Donc, ça consomme plus d'énergie. Mais en fait, là, ça joue pas sur le déficit calorique total qui nous intéresse. Le truc à retenir dans cette étude qui est intéressante, c'est pas
je cours, donc je produis de la chaleur, donc je produis de la chaleur, donc je brûle des calories. C'est plus complexe que ça. C'est une multitude de choses qui vont avoir un coût énergétique et on peut pas en isoler un plus que d'autres. Ouais, parce que par exemple, je prends un exemple, mais quand tu es à basse intensité, en effet, tu brûles que des graisses, à très basse intensité là. Mais tu vas être à 300 kilocalories par heure. Alors que si tu es à haute intensité, tu vas en brûler 900, 1200. Et donc, en fait, c'est cet écart-là qui va après ton exercice va pouvoir compenser. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que sur des questions un peu bateau, on arrive quand même à apporter un petit peu de fond et de contexte scientifique. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et c'est cool parce que l'épisode, il est intéressant pour tout le monde, peu importe son niveau et son niveau de connaissance. On apprend tout le temps, même avec des questions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions bêtes. Tu vois, là, il n'y a pas de questions bêtes. Quelle que soit la question. Quelle que soit la question, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, c'est exactement la démonstration de cette citation qui est extrêmement vraie. J'essaie de ne pas faire de réponse bête, en tout cas. C'est plus sur moi que ça repose. Alors, du coup, 5e question, on est à la 5e, je crois. Ouais. Pourquoi les coureurs mettent des chaussettes hautes, Tristan? Alors ça, c'est une question Google que j'ai trouvée d'ailleurs. Quand j'ai tapé pourquoi les coureurs, et du coup j'ai regardé les questions que se posaient. Pourquoi mettre des chaussettes hautes Ça intrigue. L'esthétique, je dirais, moi. Ça dépend ce qu'on appelle par chaussettes. Est-ce qu'on parle chaussettes de compression, on parle juste chaussettes? Non, chaussettes hautes. Je pense juste l'esthétique. Voilà. Le point de style fait aller plus vite. Empiriquement, on le sait. Chaussettes hautes blanches et ça nous fait 5 secondes au kilomètre en moins, je crois. Ouais, bah si on se sent beau, si on se sent bien, ça donne de la confiance en soi. Voilà, tu vois, il y a toujours cette question, oui, elle met un sac de trail, il met un sac de trail pour aller faire un run de 5 minutes, il met des lunettes alors qu'en fait c'est un débutant. Moi, je pense vraiment que, bon, déjà, les gens font ce qu'ils veulent et je vois pas ce que ça peut vous faire, voilà, foutez la paix aux gens. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, même quand t'es débutant, c'est important aussi de gagner confiance en toi, c'est important d'être à l'aise dans tes tenues, c'est important d'avoir des tenues à ta taille, c'est important d'avoir des trucs où tu te sens bien, et parce que cette dimension aussi c'est motivant, et puis cette dimension de se sentir à l'aise dans soi, dans son corps, pour moi c'est aussi un facteur de performance. Donc oui, et puis il y a un sentiment d'appartenance qu'il faut pas nier non plus. Je veux dire, se tordre en 4 pour réussir à appartenir à quelque chose, c'est négatif, mais avoir un léger sentiment d'appartenance, c'est, je pense, positif. On est des êtres sociaux. Et puis il y a des modes, c'est vrai que moi alors je te le dis Guillaume, parce que comme tu commences à être un peu âgé, les chaussettes, les sockets, c'est terminé, ça faut arrêter. C'est que nous il fallait les chaussettes qui dépassent le moins possible. Ça c'était entre 2000 et 2015, 2018, faut en revenir. C'est ça. Et justement les chaussettes hautes, c'était d'un ringard pas possible. Donc les modes évoluent. Voilà. Et même moi-même je suis passé. Genre j'ai beau Pour tous nos auditeurs au-dessus de 30 ans, il faut arrêter les sockets si jamais vous voulez être à la mode, sachez-le. Regarde, j'ai des sockets là. Oh là 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 là. Mais aussi c'est parce que j'ai un petit pantalon, donc c'est un peu, j'ai pas envie d'avoir les chaussettes, ça fait dégueu. Alors là, celle-là je l'adore, elle m'a beaucoup fait rire. Question numéro 6, je cours facile mais ma montre dit zone 4, qui croire? Tu sais, le mec il dit ouais je pense Garmin là ou Coros là, à mon avis là il tient, voilà, il y a une connerie quoi. Qui croire. Et on va essayer de faire plusieurs cas. On va partir du principe que t'es dans la moyenne d'un point de vue fréquence cardiaque maximale, parce que si tu n'as jamais paramétré ta montre, elle va être paramétrée sur des données de base en fonction de ton âge, de ton âge principalement, j'imagine. Ton sexe, ton âge aussi. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc imaginons que t'es dans la moyenne et que les zones correspondent. Là, c'est toi qui as tort. Et en tant qu'entraîneur, je vois très bien que n'importe qui commence la course à pied, quand on lui dit fais de la basse intensité, personne n'y arrive. C'est tellement contre nature, que c'est tellement pas naturel. Je n'ai que très rarement vu des gens, hormis en étant extrêmement encadrés, en disant ok, avec une montre, ça c'est ta fréquence cardiaque, faut pas que tu la dépasses, ça c'est la vitesse, faut pas que tu la dépasses. Et même comme ça, en général, ceux qui respectent le plus, c'est ceux qui ont déjà un petit niveau et qui peuvent se permettre d'avoir une endurance fondamentale en 5,50, 6,20 au kilomètre. À ce moment-là, ces gens-là, ils arrivent à le respecter, mais il y a d'autres personnes, quand on commence à aller vers les 6 minutes 45, 7 minutes au kilomètre, là, c'est beaucoup plus compliqué de faire adhérer dès le début aux gens sur ce qui est vraiment la basse intensité. Et donc, on se retrouve avec des gens qui, en effet, courent en zone 4. Donc, statistiquement, si la personne... sentent bien, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est assez naturel, la zone 4. On peut tenir ça... zone 4, zone 3, zone 4. Oui, on peut tenir ça entre 1h20 et 4h. Donc, c'est normal que sur un footing de 30 minutes, on se sente pas trop mal. Mais donc, statistiquement, si la personne est débutante, je dirais qu'il y a 90% de chances qu'il faille croire sa montre. Or, j'en profite pour le rappeler ici, les montres étant paramétrées par défaut, comme je l'ai dit, en fait, les zones ne veulent pas dire grand-chose.
Typiquement, moi qui ai une fréquence cardiaque maximale relativement basse, alors plus le temps passe, plus je rentre dans les standards. Tu dis aussi, exactement. Quand je t'ai connu, t'étais tout jeune. Mais tu prends la bouteille. Mais quand j'avais 20 ans, ma fréquence cardiaque maximale en course à pied, ça devait être 182 battements par minute. Donc j'étais très très en dessous des standards. Et donc, typiquement, là, j'aurais pu me retrouver en zone 3, admettons, en footing, parce que ma montre n'était pas paramétrée. Donc ça existe. Il faut pas dire que ça n'existe pas non plus. Je cours toujours sur les... Alors ça, c'est une question intéressante, une question Discord. Je cours toujours sur les mêmes trajets en ville. Est-ce que cet environnement moche rend ma séance plus dure mentalement ? Alors ça, c'est une question qui peut faire sourire, mais moi, je te citerai Guillaume Ruel, coureur de 100 km, qui en avait reçu dans le podcast et qui nous expliquait que son père courait sur tapis un peu dans son garage, sans télé, sans musique, sans rien, pour avoir ce côté un peu très force mentale. Et il y en avait aussi un autre... Alberto Salazar, alors très controversé. Voilà, on sait qu'avec des pratiques un peu de boucher, mais lui aussi avait cette logique-là de courir sur tapis dans son garage, pareil, dans la même idée. Alors lui, il faisait les JO de Los Angeles, il disait ouais, Los Angeles c'est pollué, alors je vais aussi allumer la voiture, avoir un peu de pollution, tu vois. Il poussait ouais, il était déter lui aussi. Il était un peu juste boutiste. Voilà, donc bon, il a pas très bien fini. Je vais pas vous spoiler l'histoire. On fera peut-être une capsule sur Alberto Salazar. Il y a des choses à dire sur lui, mais voilà. En tout cas, à ce côté, est-ce que bon, moi je suis un peu, moi je pense que c'est pas du tout la bonne stratégie. Mais est-ce que courir en ville, des fois dans des environnements moches, ça rend plus fort. Ou est-ce qu'on va s'affaiblir si on va courir dans des belles prairies ? Voilà, c'est plutôt ça l'idée en fait. Alors, je vais prendre la question un peu à contre-pied sur l'aspect moche, parce que en plus là c'est très à propos. Je suis en train de lire un livre qui est pas facile parce qu'il est en anglais, qui s'appelle Aesthetics, de quelqu'un qui s'appelle Van Hildebrand, bref, et qui parle de l'intérêt de la beauté pour les gens, et qu'en fait, voir du beau, en fait, tout le monde s'en fout. Si tu demandes dans la rue, est-ce que l'art, ça te touche ? Est-ce que t'es allé au Louvre ? Est-ce que j'en sais rien. Tout le monde va dire non, en fait, on s'en moque pas mal. Alors qu'en réalité, ça impacte beaucoup plus les gens que ce qu'on pense. Et avoir accès à de la beauté, quelle qu'elle soit, même inconsciemment, va pouvoir venir changer notre vie, et donc va pouvoir peut-être, tu vois, si on a un regard un peu plus large, va pouvoir peut-être nous motiver un peu plus à faire du sport, va pouvoir nous redonner confiance en nous, va pouvoir nous donner, si on reprend les termes de Nietzsche, une volonté de puissance. En fait, tout ça, on ne se rend pas compte à quel point vivre dans un environnement qui n'est pas beau va venir jouer sur notre morale. Bien sûr, évidemment. Et donc, est-ce que ça rend la séance plus dure ? Peut-être un peu, mais encore plus que ça, j'imagine que ça va venir diminuer ton plaisir à courir, ton plaisir dans la vie de tous les jours, tes envies de te mettre en mouvement, etc. Ce qui est peut-être encore un peu plus grave. Et je trouve qu'on est de plus en plus dans... Enfin, je veux dire, la société va vers on s'en moque sans se rendre compte qu'en fait, non, on ne s'en moque pas et que ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. On a fait une série de capsules il y a quelques semaines sur la philosophie. Et Spinoza, notamment, alors on pense beaucoup à Épicure quand on parle de plaisir et de bonheur. C'est pas forcément le philosophe le plus adapté. Spinoza a beaucoup mieux travaillé cette question-là. Il l'a aussi bien, alors sur le plaisir et sur la joie aussi, surtout parce qu'après, voilà. Et cette notion de plaisir et de joie aussi, c'est surtout que moi qui ai interviewé beaucoup d'athlètes, on te dit souvent c'est le plaisir qui est mon premier moteur, et souvent ça fait un peu démago, tu vois, quand on dit ça, tu te dis ouais les gars, vous me faites rire, il est où le plaisir quand tu fais une séance de machin. Mais en fait en vrai c'est quand même assez profond, c'est-à-dire que même quelque chose de chiant, c'est-à-dire en gros le mec il va dire ouais bon, est-ce que tu prends du plaisir à faire une séance de 15 x 400, tu vois, à haute intensité. Ok, sur papier c'est pas plaisir, mais ils vont rendre le plaisir possible, c'est-à-dire qu'ils vont dans un environnement qu'ils aiment, je sais pas, ils vont le faire à Font-Romeu, dans un cadre qu'ils aiment bien, ou à Chamonix, ou en stage dans des cadres qu'ils aiment, avec des gens qu'ils aiment, donc ils vont partager ça avec des gens qu'ils aiment. Ils vont aussi être reposés, parce que si tu fais une séance de 15 x 400 où tu es fatigué parce que tu as travaillé, tu as du stress et tu vas la faire, ça va être horrible. Mais si tu es bien reposé, tu as bien dormi, tu es dans un bon mood, tu vas la faire. Donc en fait, cette notion de plaisir, c'est pas quelque chose de caricatural, c'est quelque chose de rendre le plaisir possible. Et ça, c'est ta responsabilité. En trouvant les bons environnements, les bons coéquipiers, les bonnes conditions, en maximisant ta récupération, ton truc, et c'est comme ça que tu vas rendre le plaisir possible. Donc c'est des petites nuances, mais qui sont très compris par les sportifs de haut niveau. C'est ça que je pense que si tu veux chercher le dur, il faut que je me forge. En fait, tu vas être en lutte contre toi-même. C'est très bien sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas exploser. Et tu vois, je te prends un exemple personnel, mais l'année dernière, j'ai préparé un petit swimrun qui avait des petites parties trail, mais très légères. Et donc, j'ai essayé de m'y mettre avec des sorties longues de 2h, 2h15 en trail. Et habitant en ville,
en fait, j'ai juste une petite forêt à côté de chez moi où je peux prendre un 50 mètres de dénivelé positif. Et en fait, tu le fais en boucle. En boucle, tu le fais 10-15 fois dans la séance. Et donc là, typiquement, en fait, on sort de la question parce que je n'étais pas en ville, mais je n'étais pas dans un environnement où je prenais du plaisir. Là où moi, ça me dérange pas, par exemple, à vélo, de faire 4, 5, 6 heures de home trainer. Là, tu vois, je n'y trouvais pas de plaisir. Et quelque part, en fait, l'aspect redondant a un aspect moche parce que c'est les mêmes arbres, c'est la même pente, c'est le même truc. Donc là, moi, ça m'a impacté. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée, c'est le seul moyen potentiellement pour que je puisse faire du trail, c'est juste d'habiter dans un endroit où je peux pratiquer le trail. J'habite à la montagne ou des choses comme ça, mais en habitant en ville, moi, ça me paraît surréaliste. Non, mais voilà, il faut pas opposer en fait joie, plaisir, bonheur et performance, discipline et rigueur. En fait, je pense qu'on est un peu dans cette dualité. Moi, j'ai été un peu comme ça, un peu, tu sais aussi avec toute la trend David Goggins. Tu vois, souffre et tout, c'est un peu qu'on a un peu poussé ça. Gary Vee, il avait aussi un petit peu changé, mais ce côté très, tu dois souffrir quoi. C'était une mauvaise compréhension, je pense, de la vie est plus subtile et beaucoup plus intéressante que ça surtout. Oui, après il y a des cycles, je pense que. Oui, il y a des cycles. Ouais. Tu m'aurais demandé à 20 ans, peut-être que j'aurais fait l'hamster dans ma pente sans aucun problème. Oui, mais bon, voilà, sujet. On aura peut-être l'occasion de revenir un peu plus tard. Mais donc voilà, en tout cas, la ville moche, oui, ça joue, mais peut-être même pas sur sur les variables que tu penses, ça joue autrement et ça a le même effet. Quel est l'impact du running sur la libido ? Ça, c'est une question aussi qu'on a déjà traitée dans les FAQ, mais bon. Alors, il peut y en avoir plusieurs. La première, qui revient un petit peu sur la notion de dépenses caloriques qu'on a parlé tout à l'heure. Quand on parle running, on parle sport d'endurance, on parle dépenses énergétiques, il peut y avoir un déficit chronique énergétique quand on commence à s'entraîner un petit peu, on va dire, qui peut arriver souvent beaucoup plus précocement qu'on ne le pense, parce qu'on peut avoir aussi des comportements compensatoires à partir du moment où on se met à l'activité physique. Donc, dans les cas les plus extrêmes, on parle de syndrome REDS. Et donc là, en effet, c'est un impact sur le côté endocrinien, donc sur la libido. Ça, c'est la première chose. Le running en lui-même, à partir du moment où il n'entraîne pas un déficit énergétique, normalement, ça devrait plutôt bien aller, sauf dans les phases de transition où on s'entraîne beaucoup et où en fait on est fatigué. Et donc là, en prépa marathon, en fin de prépa, je t'assure que ta libido, c'est pas là. Typiquement, mais en fait, c'est pas là où c'est là. Exact, mais c'est parce que t'es fatigué. Ouais. En fait, ton corps, il préserve son énergie pour la sortie longue du dimanche et pas pour ça, on va dire. Parce que l'énergie, encore une fois, est finie. Mais si on mange suffisamment, qu'on est voire même en excès calorique, potentiellement, on peut avoir l'énergie pour ça. Il y a une quantité finie d'énergie, il faut la répartir. Donc, c'est plus ça, voilà. Faut pas s'inquiéter. Tu sais combien c'est un rapport en calories d'ailleurs ? En moyenne ? Bah, ça dépend combien de temps tu dures, j'imagine. Oui, en moyenne, je parle standard des Français et des Françaises. Vas-y, dis-moi. Ah non, il faut que tu trouves un chiffre. Ok, je vais dire, je crois que la moyenne, elle est pas très longue, donc je dirais moins de 300 kilocalories. Ah ouais, non, t'es loin. Ah ouais ? Ah ouais, t'es loin. C'est moins de 100 calories. Je crois que c'est 80-90 calories. Je crois que c'est l'équivalent d'une coupe de champagne, d'un verre de vin ou d'une bière, quoi, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc là, 80 calories. C'est quand même 80 calories, tu vois. C'est un petit verre de coca. Si tu... Ouais, pour un croissant, il faut faire sacrément Après, je sais pas, peut-être que toi, voilà, ça va beaucoup plus. Pas dans. Voilà, c'est un menu maxi best-of pour toi. Mais en tout cas, bon, trêve de plaisanterie. Je pense qu'on vit dans une société où on banalise beaucoup trop la perte de libido. On voit beaucoup d'articles chez les jeunes où on dit les jeunes ne font plus l'amour et puis finalement on dit c'est normal. Il y a aussi tout ce côté déculpabilisant des gens. Voilà, si vous n'avez pas de libido, c'est pas grave. Si vous n'avez pas envie de faire l'amour, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est, en tout cas, quand on est jeune et en bonne santé, on va dire entre jeunes, je dis entre 20 et 55 ans, on va dire plus ou moins, on n'est pas censé avoir une perte de libido. Voilà, c'est normal, c'est des instincts, c'est quelque chose qui est naturel. On est programmé pour avoir envie de se reproduire. Donc, ça fait partie du schéma de la vie. Et une perte de libido, ça peut cacher aussi des problèmes de santé mentale, ça peut cacher aussi une mauvaise alimentation, ça peut cacher aussi, tu vois, un stress chronique. Donc, si vraiment vous n'avez pas de libido, plutôt que de se dire comme un peu ce côté un peu, c'est un peu les dérives du body positive, de se dire c'est ok, peut-être que c'est ok, mais peut-être aussi interrogez-vous sur votre santé, sur votre bien-être, parce que ça peut être un signe. Oui, 100%. Alors là, on n'est pas en train de... Parce qu'il y a aussi toute cette tendance de pulsion sexuelle. Là, on n'est pas dans ça. On parle de libido. Voilà, juste... Et je suis assez d'accord. Typiquement, alors les femmes
ont un moyen un peu plus simple de voir cet impact endocrinien sur le corps, c'est quand elles perdent leurs règles, quand elles sont aménorrhées à cause de l'entraînement. C'est pas systématiquement le cas. On peut être en syndrome RED-S et continuer à avoir ses règles, etc. Parce que le corps, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, va couper des fonctions du corps et pas, typiquement, il peut couper autre chose et pas les règles. Bref. Tout ça pour dire que je suis assez d'accord pour dire que ça doit être un indice. Quand c'est temporaire, parce que pendant 4-5 semaines, on s'entraîne fort, etc., avant une compétition, aucun problème. Mais si ça fait 6 mois que ça dure, on peut se poser au moins la question. Ça se trouve, il n'y a rien, mais on peut au moins se poser la question. Du coup, ça enchaîne bien avec la prochaine question. Après une grosse séance, je dors mal et je me réveille fatigué. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois m'inquiéter ? Ça, c'est intéressant aussi parce que qu'on n'est pas. Moi, dans l'entraînement, le cas que j'ai souvent vu, que ça soit en endurance, mais aussi en sport de combat, etc., c'est sur les entraînements du soir. Les gens qui s'entraînent tard le soir, sur une séance intense, sur quelque part où il y a besoin d'un haut niveau nerveux en plus d'un haut niveau physique, vont pouvoir parfois avoir des problèmes à s'endormir et quand bien même on arrive à s'endormir, souvent le sommeil n'est pas de la même qualité que quand on arrive reposé au lit. Donc si c'est lié à ça, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que c'est normal ? Si c'est lié à ça, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Là, la question c'est est-ce que de toute façon tu peux t'entraîner autre part ? Et est-ce que, hormis cette nuit qui est un peu tronquée, est-ce que tu as d'autres nuits dans ta semaine où tu peux te permettre de récupérer ? Est-ce que au global, sur ta semaine, c'est le seul soir où tu es obligé de t'entraîner le soir, c'est le seul soir où tu arrives à mal dormir et tout le reste, ça compense ? Ou est-ce que ça laisse une traînée de poudre qui est un peu plus grave ? C'est plus ça qui est intéressant à regarder. On aura toute une capsule qui va arriver sur la fatigue, qui est le mal du siècle, parce que c'est impressionnant quand on regarde les statistiques, les gens qui se disent et qui sont fatigués. Faut pas penser que c'est un effet de mode. Faut pas penser que les gens sont plus fragiles qu'avant, parce que dans les déclarations, les statistiques ne font qu'exploser. Donc il y a un vrai phénomène de fond de nos sociétés où la fatigue devient, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, on est de plus en plus sédentaire, mais on est de plus en plus fatigué. Et faut pas penser que les gens sont des fragiles. Il y a des vraies raisons structurelles, sociétales, environnementales qui peuvent expliquer ça, et nous on aura tout un sujet de capsule justement autour de la fatigue parce qu'il y a plein de choses à dire, donc voilà. Oui, parce que je pense qu'on romantise aussi un peu la vie des gens avant. On s'imaginait que ça dormait 4 heures par nuit, ça restait au coin du feu avec la lance. La réalité, c'est qu'ils avaient des périodes de repos beaucoup plus naturelles, et en fait comme on s'éloigne du naturel, tout à l'heure on a parlé de la ville, en fait on peut se dire que habiter en ville, l'urbanisation est un éloignement de la nature. Là, de la même manière, comme on a des planning très normalisé, très normé. Les changements d'heure qui arrangent rien aussi. Exact, donc typiquement, on est au bureau entre 9h et 18h, personne fait la sieste, ça bosse dur, etc. C'est normal que tout ça soit un peu déréglé. On perd de l'aspect naturel dans tout ça. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter plus globalement ? Peut-être il faut au moins se poser la question de comment améliorer tout ça. On aura un gros sujet, voilà. Grosse série de capsules autour de la fatigue, c'est le mal du siècle et on va le traiter sur la tête d'un coureur. Et franchement, je suis en pleine rédaction de tout ça, je suis dans les recherches. On compte sur toi là, la France. Vraiment, je suis au tout début là. Je suis vraiment, parce que c'est des travails de, il faut quand même se documenter. Mais je réunis un peu tout ça et vous allez voir. Déjà, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à dire. On avance un peu parce que je crois que le temps passe. Tristan, on va se faire engueuler. Là, je sais qu'on est à la question 10, il me semble. Je sais pas si on pourra tout faire. Voilà, je sais pas si on pourra tout faire, les gars. Je vous le dis. Il y aura peut-être une partie 2. Vous inquiétez pas. Comment je peux découper mentalement mes séances de fractionnées d'intensité pour qu'elles soient plus faciles ? Alors il y a différents... Moi j'ai des tips, hein. Je te laisse après. Il y a différentes solutions que j'utilise souvent qui n'est pas vraiment dans la découpe. Parce que là, la question, c'est comment on rend facile une séance difficile. Ouais. Là, je vais donner comme ça à la volée des conseils que je donne assez souvent. La première, c'est quand on est dans des périodes d'entraînement où typiquement on essaie de se surcharger, donc chaque séance intense est plus difficile que la précédente, et souvent arriver à 1 mois, 2 mois, 3 mois après cette surcharge systématique, on peut arriver sur les entraînements en ayant un peu peur. Tu vois un petit peu cette phase où on se dit punaise, la semaine dernière c'était déjà un peu tendu, là est-ce que ça va passer ? Mon premier conseil, c'est de dire ok, déjà on lâche un peu la pression, ok, si tout n'est pas respecté à la seconde près, c'est pas grave, et on va se laisser les premiers intervalles pour rentrer dans la séance. C'est pas très grave si sur le premier, le deuxième ou le troisième intervalle, on est quelques secondes en dessous, et donc l'aspect progressif dans la séance, je trouve, apporte beaucoup de confort et permet de respirer un petit peu.
Donc on peut même, par exemple, j'ai une séance de 15 x 400 à, je sais pas, à une 12 au 400. Est-ce qu'on peut se dire, je vais commencer en une 13, une 13,5. Mais même tu peux tu commencer. Vois, juste commencer confort. Ouais. Alors souvent, est-ce que c'est grave souvent on se rend compte que l'aspect. Toujours être aux allures précises. Souvent on se rend compte que le confort est pas si loin de l'allure visée. Typiquement, tu prends une 12, quelqu'un qui va courir en une 15, il va avoir l'impression d'être en jogging. Tu vois, contrairement à vraiment être en une 12. Donc parfois, prendre ces 3 secondes-là, en fait, ça va quasiment rien changer sur le corps. Et si psychologiquement, ça nous permet d'accepter beaucoup plus facilement la séance, de rentrer plus progressivement dans la séance et de ressortir de là en ayant envie de s'entraîner, en fait, c'est largement compensé parce que le corps va être, on va dire, dans l'acceptation plutôt que dans le fait d'être en opposition. Et donc, en fait, tu peux réussir en compensant avec 3 secondes sur 3 séries. Parce qu'à la fin, les derniers, je les fais en une 10. Alors, il y a pas de nécessité. De mon point de vue, il n'y a pas de nécessité à compenser ensuite. Ouais, il n'y a pas de nécessité à compenser. Quoi qu'il arrive, il vaut mieux, en fait, sur une séance, être un peu en dessous au début que être un peu au-dessus. Parce qu'après, la séance va être horrible. Et en fait, on est dans un schéma mental où le but, c'est de s'entraîner semaine après semaine. Le but, c'est pas de faire une séance de héros. Voilà, le but, c'est de s'entraîner semaine après semaine. Donc, comment est-ce que je peux faire pour maximiser l'envie d'y retourner ? Et cette stratégie est la bonne. Ensuite, une fois qu'on est dedans, il y a dans les séances vraiment difficiles, on peut appliquer la même stratégie qu'on peut avoir sur n'importe quelle course, c'est-à-dire au lieu de regarder et de se dire oh punaise, il m'en reste 10, de dire ok, pour aller jusqu'à la moitié, il m'en reste 2. Ah ok, j'ai fini le premier quart dans 1. Et essayer de retourner sur des échelles de temps un peu plus courtes. Plus l'échelle de temps qu'on prend en tête est longue, plus on a de chances d'abandonner, de ralentir, etc. Si on est au marathon, il nous reste 15 km, on oh la vache, je vais jamais réussir à tenir, peu de chances qu'on tienne. En revanche, on dit ok, je tiens jusqu'au prochain ravitaillement. Et quand on y arrive, on se dit ok, je suis sûr, Kaizen, mentalité Kaizen. Je suis sûr que je peux réussir à atteindre le prochain ravitaillement. Et de ravitaillement, on y arrive. Là, typiquement, t'as 10 séries, c'est pas ton jour, t'es dans le mal, tu dis ok, aujourd'hui, je me lâche la grappe. Si j'en fais 8, c'est déjà bien. Et quand t'arrives à 8, t'es en mode je suis sûr, j'en ai une 9e. Allez. Et là, t'es en mode, il en reste plus qu'une. Et ça peut te dire, j'ai une séance de 10 x 400, j'en ai fait 5. Oh mon Dieu, il m'en reste 10, il m'en reste tant. Tu vois, c'est plutôt, j'en ai encore tant à faire. C'est plutôt plus que ça à faire. Tu vois, en fait, c'est changer l'état d'esprit en me disant, il me reste beaucoup à faire. Non, j'ai plus que ça à faire, tu vois, j'en ai fait, voilà. Et moi, j'aime bien découper, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, si j'ai une séance de 10 x 400, on va dire que je vais aller jusqu'à 5. Donc un peu, tu vois, au milieu, tu te dis, il me reste encore, au lieu, tu te dis, il y a des choses, il me reste encore tout ce que j'ai fait, il me reste encore à le faire, waouh, mon Dieu. Mais en fait, je m'imagine, ma séance, je la coupe comme une pyramide. C'est en fait, je me dis, les 5 premiers, je monte de la pyramide et les 5 premiers, je descends. Et en fait, dès que je suis au 5e, je me dis dans ma tête, là, je descends. Je commence à descendre. Un peu comme un alpiniste, tu vois. Je fais la même chose. Et en fait, c'est con. Et après, plus que 4, plus que 3, plus que 2, plus que... Et en fait, tu changes vraiment ton état d'esprit. Et ça marche vraiment très, très bien, je trouve, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Changer les échelles de temps. Ouais, c'est une très bonne remarque, je fais la même chose. De tout ça, ça marche bien. 11e, on est là quoi, là ? On est... oui, 11e question, très intéressante. Que franchement, je crois qu'on n'a jamais eu en FAQ. Et pourtant, tu vois... je suis pas du tout étonné que ça ressorte sur un modèle DLM. Comment m'entraîner quand on n'a pas de compétition programmée ? Et ça, par exemple, c'est une question très intéressante. Là, on est à la période de Noël. Il y a des gens, janvier, qui vont faire le marathon. Mais il y a des gens, peut-être, qui prévoient un trail cet été. Peut-être qu'ils n'ont pas pris de marathon. Et là, ils sont un peu en mode, voilà, je maintiens, tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut se motiver ? Est-ce qu'on doit placer quand même un petit 10 kills que tu recommandes ? Un peu entre inter-objectifs, tu vois, quand on est entre deux gros objectifs, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça, c'est des périodes qui sont pas évidentes parce que souvent, elles sont pas tenables, dans le sens où ce que je remarque, c'est que les gens qui n'ont pas d'objectif perdent souvent la motivation à s'entraîner dur. C'est assez facile de conserver un rythme d'entraînement minimal. Voilà, on va courir. Toi, je sais que pendant une période, voilà, t'avais pas de compétition, mais tu continues un peu à t'entraîner. Mais t'avais pas un entraînement aussi assidu que quand t'avais une compétition auparavant ou quand t'avais. Après, moi, j'ai jamais été motivé par la compétition. Moi, j'ai toujours aimé m'entraîner, donc en fait, ça a jamais été une carotte vraiment pour moi. Mais après, je sais que tu réussissais à t'entraîner aussi dur quand t'avais pas de. Aujourd'hui là ? Ah non, mais aujourd'hui non, parce que dans les 2 dernières années. Ah non, plus du tout. Ok. Non, mais par contre, quand je faisais beaucoup de... Moi, j'étais un athlète qui courait très, très peu. Donc, je voulais vraiment... En fait, c'était des erreurs, mais je voulais vraiment tout le temps... Enfin, je supportais mal l'idée de ne pas atteindre mon objectif. Donc, pour me protéger de ça, ce qui était une erreur,
j'avais tendance à me dire quand je vais en compète, je sais que je vais parfait, quoi. Ok, j'entends. Bon, t'as un cas particulier. Mais je prenais du plaisir à m'entraîner, donc en fait, j'avais pas de frustration à pas. En fait, pour moi, limite, la compétition, c'était une source de pression. Donc en fait, c'est pas ce que je kiffais le plus. Mais voilà, il y a d'autres gens comme moi. Bien sûr. Dans les commentaires, si vous êtes comme moi, on fait une team. Ce que je remarque, c'est qu'en général, les gens, ils sont plus en mode à quoi bon, et donc ils vont faire le service minimum. En revanche, si c'est pas notre cas et qu'on se dit je vais profiter de ce temps, j'ai quand même envie de mettre ce temps à disposition pour progresser. Là, la question, c'est sur quoi est-ce qu'on veut progresser. Et donc, en fonction, on va mettre un focus un petit peu différent. En revanche, la programmation de l'entraînement, la notion de surcharge dont je vous bassine depuis 3 ans maintenant, reste exactement la même. Je vais prendre une qualité physique et je vais surcharger sur cette qualité physique-là. Et en fait, ça va créer des progrès de la même manière que pour une course. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement spécifique, il n'y a pas de volume cible spécifique, hormis si la volonté cette fois-ci, c'est non pas de développer un socle de conditions physiques élevées, mais ça va être par exemple de se désensibiliser à la longueur. Et donc typiquement, on va se dire, voilà, tous les week-ends, je vais courir sur route entre 1h30 et 1h40 et je vais cumuler le plus de sorties longues possible pendant la période, je sais pas, une personne, voilà, sur 12 semaines. Et donc là, c'est un autre type d'entraînement qui peut aussi fonctionner parce que si après on se dit en fait maintenant que je suis hyper désensibilisé à la longueur, je vais me lancer sur un plan semi et en fait toutes les sorties longues vont paraître hyper courtes. Ouais, c'est vrai. Ça peut, quoi qu'il arrive, tous les kilomètres cumulés dans notre vie vont compter à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair. Donc en fait, le seul truc c'est de se dire, alors moi j'aime bien quand même fonctionner avec des objectifs, même s'il n'y a pas d'objectif de course, de dire ok, aujourd'hui ma VMA elle est à 3 minutes 30, voilà. Enfin, en tout cas, l'allure que j'utilise sur mes entraînements VMA, disons ça plutôt comme ça, c'est à 3 minutes 30. Je vais me faire un cycle VMA avec des séances VMA que je vais construire. Donc là, la construction simple, hein. Tu prends des 400, t'en fais 8, t'en fais 10, t'en fais 12, t'en fais 15. Bon, là, ça fait quand même beaucoup pour un entraînement VMA, qu'importe. Et j'ai envie d'atteindre 3 minutes 20. Et dès le moment où ça commence à être trop dur, je redescends et là je suis à 3,25 et je refais mon cycle et je reprogresse. Et là je suis sur mes séances dures et je redescends sur des séances plus simples et là je suis à 3 minutes 20 et j'essaye de faire mon cycle encore jusqu'au bout. Et ça peut nous occuper un petit bout de temps comme ça. Voilà. Et comme ça on a un objectif à moyen terme. Même si on fait pas de course, on se dit voilà, j'essaye d'atteindre cette vitesse sur cette séance-là. Pourquoi je culpabilise quand je ne cours pas, même pendant mes jours de repos ? Pourquoi je culpabilise ? Ça, c'est quelque chose qui est quelque chose, je pense, où il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître, surtout les coureurs réguliers, les coureuses réguliers, où des fois, on a l'impression que on n'a pas fait notre devoir, quoi. Tu vois, on a l'impression qu'on déconne un peu, alors qu'on sait que tu vois, c'est surtout à un moment donné quand tu sais, quand t'es au stade un peu où t'étais amateur, t'as commencé un peu à courir, à performer, t'es hyper hypé par la course, ça devient même presque un peu obsédant, t'es à fond dedans, tu vois que tu progresses tout le temps, t'as tout le temps envie de, tu vois, limite t'as peur que ça s'arrête, et là t'es en train de dire attention, freine un peu, récup, faut que tu assimiles, t'as beaucoup progressé ces derniers temps, donc laisse le corps, tu vois, il va un peu te tempérer, et là tu te dis ouais mais tu sais, ça, voilà, toi t'as envie, t'es plein de fougue, t'as envie de courir, tu vois, et c'est cette période un peu de battement où tu n'as pas encore l'expérience de la personne qui court depuis 7-8 ans, mais tu es plus expérimenté que les mecs qui courent depuis 3 ans. Ça fait 4-5 ans que tu cours et tu vois, tu as bien progressé. Et c'est là où tu as tendance à vouloir tout le temps en faire, quoi. Ça, c'est des cas un peu compliqués parce qu'il y a des gens qui vont avoir les mêmes symptômes et il y en a un où c'est très positif. Et il y a l'autre où c'est plutôt négatif, il faut que la personne s'inquiète. Alors, je ne suis pas pour tout pathologiser, mais il y a la notion de bigorexie qui existe. Bon, pour la grande majorité des gens, enfin, je veux dire... Ouais, mais là, c'est pas aussi... Mais ce que je veux dire, c'est que la bigorexie, dans les critères, il y a justement l'aspect très... je m'auto-flagelle quand je rate des séances. Mais en fait, justement, c'est-à-dire que tout n'est pas à pathologiser. Et donc, c'est ce que je veux dire. Il y a des cas où une personne va avoir ce symptôme et où en effet il faut commencer à s'inquiéter parce qu'en fait ça va être des démarches addictives et donc en fait on remplace une addiction par une autre, c'est celle par le sport qui peut avoir plein de côtés très négatifs, ce qui peut induire des troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça, qu'importe. Donc ça reste de mon point de vue une minorité mais qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas exclure. Maintenant qu'on a dit ça, il y a des gens qui veulent juste avoir l'envie de bien faire et donc là en fait c'est très positif.
Si vous avez été animé par une pratique et vous sentez que vous progressez et justement vous ne captez pas ou vous n'avez pas encore le recul ou l'expérience suffisante pour se rendre compte que parfois prendre du repos va être plus bénéfique sur le long terme, ça peut prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans avant de le comprendre. Et encore, il faut s'y exposer, il faut se forcer à le faire pour y voir les bénéfices. En fait, ça ne découle que d'une envie de bien faire. Et très souvent, alors je l'avais beaucoup vu en arts martiaux, parce que j'étais beaucoup plus au contact avec des adolescents. Mais les adolescents ont souvent cette démarche de vouloir faire les trucs à fond. Ils se mettent à la muscu, c'est tout de suite 6 fois par semaine, et puis ça prend les bons compléments. Bon, pas que les adolescents, hein. Mais les dans la vingtaine, les 17, 27, oui, mais pour moi, comme ça. Alors 27 un peu moins, mais ce que je veux dire, 27, pour moi de 17 à 22, on reste adolescent. Ouais, 25. Moi j'étais un peu comme ça à 25. J'étais un grand enfant. Oui, voilà, mais... Enfin bref, on va pas rentrer sur d'autres débats, mais oui, je connais plein, des gens à 25 ans qui sont déjà... Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Et ça, c'est un sentiment... Mais je veux dire, c'est la jeunesse aussi. T'as tellement d'énergie. En fait, moi, je trouve ça très positif d'avoir une énergie et de faire les trucs à fond. Oui, puis il faut passer par là. Enfin, moi, je pense que... pour moi, c'est très positif. Ouais. Ça permet de sortir bizarre. Aussi du côté très confort, très... tu vois, aussi un peu flemmard. C'est un peu à un moment donné aussi où tu sors un peu de la vie un peu étudiante, tu fais la fête avec tes machins, tu rentres un peu dans la vie active et t'as un peu ce sas de discipline, de rigueur, de bon, les gars, maintenant j'y vais. Dans la construction d'un homme, ça intéresse, d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, un homme avec un grand H. Voilà, ça peut faire sens. Mais il faut savoir en sortir, tu vois, d'être très... Moi, je regarde pas du tout ma période très go hard go home, quoi, tu vois. Moi, je me souviens, Maximilien, si tu tombes sur cette vidéo, je pense à toi, mais parce que j'étais passé par là avant lui, mais quelqu'un très, très, très discipliné dans sa pratique, de là à inquiéter mec, presque ses parents. Mais en fait, c'est même plutôt positif. C'est plutôt un bon renseignement sur un adolescent qui est capable de s'investir autant dans une pratique. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de mise en danger, en fait, ça, et puis souvent, ça finit par passer parce qu'on gagne de l'expérience et on finit à la juste mesure de ce qui est nécessaire. En fait, c'est le bonheur et le plaisir. Hein. Si ça te procure du bonheur, ça procure du voilà, plaisir. Tant que ça isole pas. Voilà, l'isolation sociale, c'est un autre des critères qui est important à regarder. Je ne les ai pas tous en tête, donc je vais pas. Mais c'est pas parce que vous avez un symptôme bigorexique, ou en tout cas que vous êtes bigorexique, quoi. Ça, parce que la bigorexie, pour le coup, j'en ai fait des sujets, on l'a traité, et j'ai rencontré des gens bigorexiques. On a tendance, surtout dans les médias, à très facilement employer ce terme, très facilement catégoriser les gens de bigorexiques et tout. Et en même temps, il y a des gens aussi qui ignorent, qui sont dans le déni en disant ça n'existe pas. Moi, effectivement, je pense que ça existe, mais ça reste des cas très très rares. Je suis assez d'accord. Et effectivement, il faut être vigilant à certaines choses, ça peut arriver. Surtout si vous avez des terreaux addictifs, déjà de base. Un ancien fumeur qui buvait beaucoup plus va être plus dans la précipitation ou même dans votre construction, dans votre histoire personnelle, voilà, parce que voilà, il y a vraiment des gens qui en souffrent, mais on parle vraiment de 2-3% de la population des sportifs réguliers, pas amateurs, donc ça reste très très rare. Voilà, c'est Noël, on va glisser un petit peu pour faire plaisir à nos auditeurs, mais on va rester quand même, on peut pas non plus trop chambouler le planning, mais comme c'est Noël, on va pas... Allez, cadeau. Voilà, c'est cadeau, on y va, c'est la générosité de Noël. C'est marrant parce que tu vois sur les chats GPT, sur tous les, on va pas faire de la pub à chat GPT, non, c'est pour ça que Gemini, faut changer. Claude, moi j'utilise plus Claude d'ailleurs hein, que chat GPT, mais on va dire sur les voilà. Grog si tu prends suite Twitter. Ouais, voilà, il est un peu il est rigolo celui-là. Il est rigolo. On l'a essayé nous, il est rigolo. Pourquoi je prends du poids quand il y a beaucoup de questions liées au poids, mais c'est vrai que la course à pied, il y a quand même ce truc un peu, beaucoup de gens courent je pense pour perdre du poids. Et donc je suis pas si surpris que ça que dans ChatGPT où c'est vraiment plus les amateurs, mais voilà. On va dire il y a des gens qui font du sport et ça arrive surtout au début où des fois tu peux passer par des phases où tu vas prendre surtout au début prendre du poids. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui prennent du poids en courant? Alors, faut savoir. Alors, comment expliquer ça simplement? Ok, il y a un truc, tout à l'heure, j'ai parlé ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, où en gros, quand on est dans notre journée, on va dépenser, admettons, 2500 kilocalories. Et ces 2500 kilocalories, ils vont être séparés en plusieurs sous-catégories. Il y a les calories qui sont utilisées pour le fonctionnement basal du corps. Si on restait allongé, faut que le cerveau tourne, faut que les organes tournent, faut que voilà, toutes les cellules ont besoin d'un minimum d'énergie pour juste survivre. Donc ça a une partie. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être des activités non liées à l'activité physique. Et il va y avoir notre activité physique. Alors, il y a peut-être encore une sous-catégorie que j'ai oubliée, mais grosso modo, on peut parler de ça. Et l'idée, c'est de dire que plus on augmente l'activité physique,
plus souvent, inconsciemment, on va diminuer notre dépense énergétique non liée à l'activité physique. Je te prends un exemple. Je commence à me mettre à la course à pied et je vais moins souvent me lever, je vais moins souvent marcher longtemps. Et en fait, toutes les petites dépenses énergétiques que j'aurais pu faire spontanément, aller, je sais pas moi, faire le ménage chez moi là, spontanément parce que j'ai un petit peu de temps. Et ben là, on va le remplacer par des périodes où on ne fait rien. Et donc, l'activité physique qu'on a rajoutée est compensée sur la semaine par le fait qu'on est plus inactif au global. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle il faut faire attention. Et c'est pour ça que typiquement, la marche est souvent beaucoup promue pour l'aspect perte de poids parce que ça doit te faire dépenser des calories, très bon pour la santé aussi, et ça a beaucoup moins d'impact sur ce fameux NEAT. Alors que la course à pied, bah, typiquement, on rentre chez nous. Déjà, on rentre à la dalle. On peut venir compenser sa séance juste avec ce qu'on mange après. Et en plus de ça, on va venir diminuer notre dépense énergétique non liée à l'exercice. Donc, on comprendra qu'en fait, au global, on dépense un peu plus, mais on consomme aussi beaucoup plus. C'est intéressant parce que tu sais, souvent tu vois des articles hyper mainstream où on t'explique que finalement le running c'est pas le sport pour perdre du poids, la natation, c'est souvent la natation qui ressort et tout. Bon, moi j'ai jamais rencontré une personne qui était obèse et qui a perdu du poids. Déjà, il faut pouvoir aller en piscine quand t'es obèse. Souvent, bah déjà il y a des gens qui malheureusement osent pas courir parce qu'ils sont en surpoids et qu'ils ont peur d'être jugés. Alors imaginez aller en natation et puis bon, à titre personnel ça doit exister. Moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a perdu du poids en faisant. T'as déjà nagé ? Oui. Ok. Je suis à l'Aqua Boulevard. Okay. Je veux dire, quand j'étais petit. Là, les nageurs vont se comprendre. Je crois non, que mais oui, il faut être un bon nageur. Non, je veux dire, je n'ai jamais eu des fonces dalles post-entraînement comme j'en ai eu après. Je ne dis pas, évidemment. Non, mais justement, je vais dans ton sens. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu faim après un entraînement comme j'ai faim après la natation. Ça voilà, mais on peut dire, pour moi, le meilleur moyen pour un sport de perdre du poids, ça va être effectivement la marche, mais il faut quand même y aller un petit peu plus. Mais il y en a plein qui réussissent à machin et ça peut être un bon non, mais qu'importe, parce qu'en fait, à partir du moment où tu perds du poids, dépenser 200 kilocalories, 150 même, admettons, par jour, tu ne changes rien. Oui, mais t'es autant actif dans le reste de ta vie parce que la marche impacte peu ton NEAT. T'as pas besoin d'avoir un déficit énergétique de 500 kilocalories pour perdre du poiis. Donc certes, ça va se faire progressivement. Mais en fait, voilà. Mais tu as ce côté course à pied, effectivement, tu as tendance à un peu surcompenser ou à surévaluer tes pertes caloriques. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et finalement, tu mets des gens mainstream et on s'est rendu compte que il rentrait, il mangeait un croissant après une séance de running. Donc en fait, effectivement, le gain était un peu à voir. Et c'est exactement ce que tu disais, c'était l'effet mythe. Donc en fait, il faut aussi reconditionner tout ça. Et après, un autre élément que moi je tiens aussi à mettre en place, on parlait tout à l'heure de la perte de la libido, mais autre chose qu'on banalise beaucoup aussi, c'est la perte d'appétit. Il y a beaucoup de gens qui te disent le matin, j'ai pas faim. Ça c'est quelque chose qu'on entend énormément et il y a des études qui ont été faites notamment sur le jeûne intermittent, où est-ce qu'on peut sauter du truc, et on s'est rendu compte que finalement dans les profils types de gens qui ne déjeunaient pas, c'est des gens qui soit fumaient, buvaient, avaient beaucoup de stress, étaient des gens anxieux et tout, et donc avaient une perte d'appétit. C'est pas normal de pas avoir faim le matin. Moi, ma fille, dès qu'elle se réveille, elle me dit papa pomme, papa yaourt, papa, tu vois. Et si on a des enfants, vous savez qu'un enfant, dès qu'il se réveille, il va vouloir manger. C'est quelque chose de naturel et c'est un bon signe. Si les matins vous vous réveillez, vous n'avez pas d'appétit, ça peut être aussi que vous manquez d'activité physique. Et donc le fait de remettre à courir, le fait aussi en fait ça va limiter ton stress, ça va sentir mieux, et donc peut-être que quelqu'un qui ne mangeait pas le matin va se mettre à manger un peu plus, va manger un peu. Donc au début, effectivement, tout au début, tu peux avoir cette petite prise de poids ou en tout cas ne pas perdre immédiatement de poids, mais après au fur et à mesure, en fait tu vas avoir moins de stress, tu vas donc mieux calorique. En fait sur le long terme, tu es largement gagnant. Mais voilà. Donc il y a aussi cette dimension là qui est intéressante à prendre en compte et voilà. Oui, tu peux. De toute façon, en sortant aussi en partie de la sédentarité, l'aspect santé, l'aspect bien-être, l'aspect tout ça va rentrer en compte dans une image un peu plus globale. Mais voilà, moi alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a une différence entre prendre du gras. C'est quoi la question exacte ? C'est pourquoi je prends du poids. Voilà, parce que prendre du poids, là, on a parti du principe que c'était de la masse graisseuse, mais ça pourrait très bien juste être pris du muscle parce que. Il faut y aller quand même pour prendre du. Pas tant en vrai sur un début d'activité physique. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un n'a jamais vraiment fait d'activité physique, ne serait-ce que en fait, quelque part, tu fais des entraînements de sprint ou même de VMA ou qu'importe, tu vas quand même avoir une structure musculaire qui va. C'est vrai, on le voit chez les très débutants, t'as raison, notamment chez les femmes qui font pas de sport et qui se mettent un petit peu à courir l'été. Parce qu'elles ont tout de suite l'effet sur le corps. On voit quand même il y a des photos avant-après où on voit après un mois de running où tu vois quand même au niveau des fessiers, au niveau des ischios, au niveau du bas du jambe et tout, on voit déjà que ça se muscle. Parce que tu pars en fait de... surtout chez les femmes où culturellement elles n'ont pas été amenées à faire beaucoup d'activités physiques précédemment dans leur jeunesse. Et donc oui, en effet, où il y a toute une base musculaire à venir développer.
Ce qui est souvent culturellement un peu moins présent chez les hommes. Ouais, mais c'est vraiment très flagrant. En fait, le gain que t'as pour un sédentaire, une jeune femme, évidemment, qui a moins fait du sport quand elle était jeune, de par les clichés de la société et tout ça, bah voilà, tu vas beaucoup plus te muscler et t'as vraiment beaucoup de gains pour... Bon, après, les gens aussi peuvent juste ne pas avoir envie de faire du sport, qu'importe, ça existe aussi. Hein. Mais pas de chance pour eux, ça reste quand même bénéfique pour la santé. Mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, et ce qu'on disait sur la libido, c'est qu'on a des besoins physiologiques. Globalement, c'est manger, dormir, se reproduire. C'est des besoins instinctifs, physiologiques, dans le plus primaire de perpétuer l'espèce. Donc se reproduire, dormir et manger. Et si vous n'avez pas ces trois-là, ça peut être lié à quelque chose. C'est pas nécessairement que ça, mais ça peut être lié à ça. Il ne faut pas banaliser, encore une fois. Donc ne pas manger le matin, ne pas avoir faim le matin pour moi. Ça peut être une caractéristique, c'est pas plein de choses, mais il y a de grandes chances quand même que ce soit lié à quelque chose qui est dysfonctionnement. Donc, ça doit vous interroger. Donc voilà. En fait, ça peut ne pas être grave, mais il faut au moins se poser la question. Exactement. Voilà. Alors, ensuite, on en est où ? Courir sur un tapis, est-ce que c'est plus dur que courir dehors ? Question Discord, celle-là. Je n'arrive pas à atteindre mon allure moyenne quand je cours dehors. Est-ce que courir sur un tapis, c'est plus dur que courir dehors ? Là, j'ai l'impression que la personne, ce que je comprends pas, c'est que je n'arrive pas à atteindre... En fait, l'impression que j'ai, c'est que la personne arrive à faire du 15 km/h, par exemple, sur tapis, et elle n'arrive pas à le reproduire dans l'extérieur. Ah, moi, j'aurais compris que c'est l'inverse. Bah, alors après, ça dépend peut-être des personnes. Ben, en fait, parce que je vais répondre à la question, parce qu'en fait, ça dépend aussi principalement des tapis. Quand il y a marqué 12 km/h sur un tapis, très souvent, c'est pas 12 km/h. Certains c'est comme la voiture, il y a 5 de plus. Mais voilà, c'est comme sur les compteurs de voiture. Alors, j'espère que c'est pas 5 km d'écart. Ah, il est mieux ce tapis, hein. Mais il y a ça qui rentre en compte. Après, on peut regarder juste le stress interne, par exemple avec la fréquence cardiaque. Moi, je sais que, alors c'est paradoxal parce que j'ai dit tout à l'heure que ça me dérangeait pas de faire des longues séances sur home trainer, alors que courir sur tapis, je trouve ça horrible. Or, quand je regarde ma fréquence cardiaque, elle est jamais si élevée. Donc, il y a une décorrélation entre mon effort perçu et le stress métabolique que je génère. Donc, moi, personnellement, je trouve ça plus dur. Là, c'est personnel. Ah, c'est intéressant ce que tu dis quand même, parce que on revient à la question du plaisir et du bonheur. Effectivement, tu vas trouver ta séance très dure, très difficile, alors que cardio, ça va pas parce que tu es dans un environnement qui te plaît pas, sur un tapis, sur tout ça. Mais ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, j'ai moins progressé, ça va juste être plus dur psychologiquement. Oui. Ouais, en fait, t'es perdant sur toute la ligne, quoi. Ouais. Voilà. J'ai moins envie de m'entraîner et je progresse moins sur ces séances. Voilà. Non, mais c'est bien parce que ça enfonce le clou sur le côté, tu vois, la joie et le plaisir et le bonheur et pourquoi c'est un élément de performance. Ouais, désolé, c'était pour la... Et donc, oui, je n'arrive pas à atteindre mon allure moyenne. Bah, après, tu peux te prendre la tête, mesurer comment t'appelles ça, ta bande de roulement, et tu prends une vidéo et tu vois en combien de temps est-ce que la bande de roulement déroule, combien de fois. C'était pas très français ce que je viens de dire, qu'importe. T'as compris. Et en fait, tu peux comparer et voir à 12 km/h combien est-ce que ton tapis, à quelle vitesse il va réellement. C'est quoi le mieux, courir tôt le matin ou après le boulot ? C'est quoi le mieux ? Bah, encore une fois, il y a des gens qui sont plus à même d'être efficaces le matin et d'autres le soir. Donc déjà, il y a un aspect naturel à cette question. Quand est-ce que toi, tu es le plus prédisposé pour t'entraîner ? Par exemple, moi, le matin, c'est mort, alors qu'il y en a d'autres, le soir, après le boulot, ils sont HS, première chose. Deuxième chose, logistiquement, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de courir le matin. Et il y en a d'autres qui ne peuvent que s'entraîner le soir. Et d'autres où c'est l'inverse. Le soir, il va falloir s'occuper des enfants, il va falloir, etc. Et le seul créneau qu'ils ont dans leur journée, c'est le matin, très tôt, en se levant tôt. Donc, il y a ce qui est optimal pour nous et ce qui est optimal de façon logistique. Les deux sont à prendre en compte pour savoir ce qui est le mieux. Alors, je crois que ça avait été... Alors, il me semble que, je crois que c'est pas si c'est l'INSEP qui avait fait ça, mais ils avaient essayé un peu d'étudier, mais plutôt aussi sur du déclaratif d'athlètes. Et je crois que la conclusion, c'était quand même que le mieux, c'était un peu, je crois, entre 11 heures pour les séances d'intensité, les séances un peu techniques, parce qu'ensuite, tu peux manger et après, tu peux faire ta sieste. Et après, tu vois, 11 heures, ça permet aussi peut-être de placer après un quotidien le soir. Enfin voilà, apparemment. Alors, je sais, parce qu'il y a aussi des théories comme quoi, par exemple, l'endurance est mieux quand c'est le matin et puis les sports de force quand c'est le soir. Mais en fait, les habilités techniques sont mieux le matin parce que t'es plus frais. Alors, j'ai appris toutes ces théories-là à un moment. Et si je parce que c'était étudié ces conneries. Hein. Et si je ne alors là, c'est intéressant parce que si je ne m'en souviens plus, parce que sur le terrain, elles ne sont jamais appliquées. Oui. Peut-être que c'est appliqué à l'INSEP quand les personnes ne font que ça. Je s'entraîne à 11 heures effectivement sur les séances un peu dures. Quoique remarque non parce que t'es quand même plus... Est-ce que tu as déjà vu à l'INSEP des gens qui disent moi je veux m'entraîner à telle heure et l'entraîneur il vient à cette heure-là, hormis peut-être un petit gressier. C'est à 4 heures. Parce qu'ils s'entraînent en groupe. En fait, les gens souvent ils... Fait que ça, t'as plus de rage, tu vois. J'ai plus envie de me faire mal moi à 5 heures le soir que le matin, tu vois.
Oui, mais par exemple, je sais pas si c'est une séance de seuil, si t'es à 11h. si t'es dans un groupe élite, le soir. tout le groupe élite s'entraîne à la même heure et en fait, Oui, et le petit gain que t'aurais eu à dire ah oui mais attends, l'habilité motrice aurait été plus fine si elle avait été réalisée à 8 heures, et largement non mais c'est pas du bullshit, c'est juste que c'est largement compensé par la dynamique de groupe. Oui, voilà. Donc, la réponse, pourquoi est-ce que je m'en souviens pas? Parce qu'en fait ça ne s'applique quasiment jamais quand on planifie un entraînement. Pourquoi les coureurs mettent du scotch sur les tétons? Question Google. Pour éviter les. En vrai, moi, vraiment, ça m'a. La première fois? Ouais, parce que moi, j'ai jamais eu de problème de tétons. Enfin. Bah moi non plus, j'en ai jamais. Voilà, donc bon, t'as vu, j'ai pas jamais concerné. eu besoin d'en remettre. Voilà, donc, mais c'est vrai que j'ai commencé à voir ça sur les courses quand j'étais petit, parce que du coup, mon papa courait, donc j'allais sur les courses. Et effectivement, je voyais des mecs qui mettaient du scotch sur les tétons, pas du scotch, mais pas du strap, mais c'est les trucs que t'as sur les pansements là. C'est un peu... Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Cette matière un peu papier là. Et c'est vrai que je trouvais ça assez étrange. Quand t'es un enfant et que tu vois ça, tu dis c'est des pratiques assez étranges. Et je comprenais pas. Et après, effectivement, j'ai vu des photos avec des gens avec les tétons en sang. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que vous pouvez ne pas avoir jamais eu de problème de tétons et en fait faire un marathon et au 35e kilomètre, vous êtes... Donc en fait, je veux dire, vous pouvez ne jamais avoir, comme les troubles digestifs, tu peux ne jamais avoir eu de troubles digestifs. Et en fait, sur ton marathon, bah, ça va t'arriver. Donc, c'est pas parce que tu ne l'as jamais eu que tu vas jamais en avoir. Donc, par prévention. Souvent, c'est que vous avez. Voilà. Parfois, c'est parce que vous n'avez pas couru assez longtemps. C'est-à-dire de quoi? Les tétons ou Oui, les tétons. Arrête, il y a des athlètes de très haut niveau qui mettent du téton. Je vais pas balancer. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que tout peut bien se passer pendant 2 heures, mais en fait, vous n'avez pas couru assez longtemps, dans le sens où ça se trouve au bout de 3 heures, ça va. Oui, voilà, exactement. C'est là où l'expérience va jouer. Oui, exactement. Bah oui, bien sûr. Et typiquement pour tous ceux qui vont faire du trail un peu long ou des activités où là, 2-3 heures de course, on peut vite les dépasser. Vous aurez peut-être des petites surprises. Donc, est-ce qu'on doit mettre en prévention du téton si on fait un marathon et qu'on n'a jamais eu de problème de téton, si ça peut nous... Le truc, c'est que... Faut le faire à l'entraînement, quoi, voilà, si t'es pas habitué. Si à l'entraînement, ça se passe bien, vous pouvez le tenter, et puis au pire, ça vous arrive une fois et vous savez les fois suivantes qu'il faut le mettre. C'est vrai, il y a des photos, ça fait de la peine. Hein. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que si ça vous arrive, ça va être un calvaire. Ouais, franchement, il y a des photos, j'ai mal pour. Alors, du coup, on répond, mais c'est pour éviter les frottements qui créent des irritations, et ces irritations vont jusqu'au sang, donc des douleurs et très désagréables. Parce que même sans saigner, ça peut être très embêtant. Ouais, c'est un peu la cuisse qui frotte, quoi. Voilà. Absolument. Ceux qui sont team cuisseau. Je suis team cuisseau. T'es team cuisseau. Ouais. Voilà. C'est quoi le bon échauffement avant une séance de course à pied? Mais ça, c'est drôle parce que c'est vrai que c'est les coureurs. Bon, déjà, la course à pied par essence, c'est un échauffement. Les footeux, les rugbyman s'échauffent en courant. Donc, et d'ailleurs, je me souviens, moi, quand j'étais débutant, j'avais demandé à mon coach comment je dois m'échauffer en courant. Mon coach, ma prof de PS, à l'époque, j'étais à l'école et je courais un petit peu. Elle me dit, mais Guillaume, la course à pied, c'est un échauffement. Voilà, c'était une prof de PS. La course à basse intensité. Voilà, à basse intensité. Alors, je parle pas des gammes avant une séance de fractionné ou une. Là, on parle juste de la course à pied hors fractionné. On voit des fois aussi des gens, qui vont faire un petit peu de. Les anciens footeux, ils font ça. Moi, quand j'ai m'entraîné avec des footeux, c'est vrai qu'ils ont tendance à faire les. Tu sais, ils vont faire leur petit truc avant un footing en EF, quoi. Moi, j'aime bien faire un peu de mobilisation articulaire et souvent l'échauffement, c'est plus un moment pour moi pour faire des petits mouvements un peu de renfort au poids du corps, etc. Qui vont soit permettre d'échauffer spécifiquement des zones qui ont tendance un peu à se blesser pour un peu mieux les réveiller, un peu plus les pré-échauffer, on va dire, les rendre un peu plus, je sais pas si on veut pas plus souple, c'est ce qu'on pourrait dire empiriquement, c'est pas ce qui se passe en vrai. Mais donc moi j'aime bien utiliser cet échauffement-là pour ça. Mobilisation articulaire, surtout après une journée de bureau où là on n'a pas bougé pendant des heures. Mobilisation articulaire, je fais ma petite routine d'échauffement qui me permet de mobiliser les zones qui sont un peu plus douloureuses, ce qui a un effet un peu antalgique. Et si vraiment j'ai rien foutu dans les 4 dernières heures, commencer par un petit peu de marche avant de passer à de la course très lente, puis de la course lente, puis du footing normal, quoi. Ensuite, petite question. Alors attends, je me remets dans mon script, excuse-moi, où j'avais écrit les questions. T'en as parlé tout à l'heure. Pourquoi le syndrome RED-S c'est quoi le syndrome RED-S Alors ça, c'est une question qui explose sur Google, qui était peu claquée, peu tapée, aujourd'hui qui est de plus en plus tapée parce qu'on entend de plus en plus. Syndrome RED-S. Il y a pas mal de podcasts. Non, on ne l'a jamais vraiment traité encore ce sujet. Bon, en même temps, il y a plein de podcasts de confrères. N'hésitez pas à aller écouter. On en fera peut-être un qui l'ont fait. Alors, j'ai pas en tête les noms des podcasts, mais si j'en ai, je vous le mettrai dans les descriptifs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le syndrome RED-S synthétiquement? Alors, le RED-S, c'est une abréviation à Relative Energy Deficiency in Sports.
Donc c'est une déficience énergétique relative en sport. En gros, c'est un manque d'énergie de façon chronique. Si on va dire si ponctuellement on manque de calories, c'est pas très grave, mais si on manque de façon chronique sur plusieurs mois d'énergie, bah là il va y avoir des implications sur le corps. J'en ai parlé tout à l'heure, des implications endocriniennes. T'en as parlé tout à l'heure, des implications sur l'immunité, etc. Pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus ? Alors là, je viens d'y penser, donc je sais pas s'il y a un lien, mais souvent, plus un phénomène est compris, plus il va y avoir de nuances dans la façon dont on va le décrire. Et je trouve que quand il y a 5-8 ans de ça, on parlait énormément de surentraînement. J'ai l'impression qu'il y a 8 ans, on a pris conscience que dans l'activité physique, les gens pouvaient être surentraînés, mais on ne savait pas en fait quelle était vraiment l'origine de ce surentraînement-là. Ils sont surentraînés, basta. Et j'imagine, en tout cas c'est une théorie que je fais là en direct, que peut-être la notion de raidesse est une nuance au syndrome de surentraînement, parce qu'on peut être surentraîné de plein de manières. Ça peut être une accumulation de stress, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être... Parce que quand tu as un syndrome raidesse, à la fin, tu n'as plus envie de t'entraîner, tu te blesses énormément. Donc en fait parfois tu as une fracture de fatigue, mais c'est parce que tu as un déficit énergétique depuis plein. Ouais, mais ça peut être insidieux, tu vois. C'est ça, par exemple, moi je soupçonne des fois certains athlètes avec qui j'ai discuté et tout, de haut niveau, quand tu cours beaucoup, t'en prépa marathon ou t'enchaînes un peu les prépas, t'as des grosses dépenses énergétiques, tu peux avoir l'impression de manger suffisamment, mais en fait pas suffisamment, parce qu'en fait... Mais en quoi c'est opposé à ce que je viens de dire ? Alors, justement, le truc, c'est que c'est insidieux, c'est-à-dire que, en fait, tu vas pas forcément te surentraîner, tu vas faire les bonnes séances, tu vas récupérer. C'est juste qu'en fait, tu vas consommer 3000 calories par jour alors que t'en brûles 3700, que c'est un peu comme les carences. C'est-à-dire que les carences, ça apparaît pas. Les carences, quand ça apparaît, c'est qu'un peu, il est déjà trop tard, tu vois. C'est déjà que tu tombes parce que ton corps, il compense, et jusqu'au jour où il peut plus compenser, et là, bam, tu te prends le truc. Et en fait, le côté, c'est que t'es pas en surentraînement, tu fais les choses bien, tu récupères. C'est juste qu'en fait, comme t'apportes pas suffisamment assez de calories, en fait, tu vas petit à petit, un peu comme c'est chez les chiens. Il y a beaucoup de chiens quand il y a eu les croquettes qui sont arrivées. En fait, les croquettes, on se rendait compte que en fait, les chiens, tout se passait bien, c'est cool les croquettes. Et puis 7 ans après, on se rendait compte que les chiens, ils mouraient, tu vois. Ils mouraient, ils disaient, comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, il manquait certains aliments, tu vois. Mais en fait, c'était insidieux, c'était très progressif, très très lent. Et en fait, quand tu te rendis compte, il était trop tard, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu vois, sur le côté surentraînement. Pour moi, c'est quand même le mec qui va beaucoup s'entraîner. Oui, parce que pour toi, surentraînement, c'est je m'entraîne trop. Mais en fait, à partir du moment où tu pars du principe que l'entraînement, c'est un lien entre je m'entraîne et je récupère, pas manger assez et récupérer. Oui, mais si tu machin, tu peux te dire, tu fais tout bien, tu peux pas être en surentraînement. Mais l'un des piliers de la récupération, c'est la nutrition. Donc, récupères-tu seulement vraiment ? T'as l'impression de progresser parce que peut-être tu perds du poids, donc on t'accélère, mais récupères-tu seulement vraiment quand ça se fait au détriment de tes hormones, au détriment de ta densité osseuse, au détriment de plein de choses, où en fait t'as l'impression que, mais tu sais, les gens qui sont en surentraînement, souvent ils ont aussi l'impression de bien faire, ils s'entraînent trop, mais qu'est-ce que c'est trop quand t'as pas de référentiel ? Donc moi je pense qu'il y a un lien... c'est pas parce que tu t'en rends pas compte que t'es pas dedans. Mais bon, après il y a toujours les mots à la mode et tout. Ça pourrait être de la sous-récupération, j'entends, mais pour moi, le surentraînement tel qu'on l'a défini avant, parce que typiquement, en fait, si tu regardes dans les effets du surentraînement, tu as un diagramme de veine où en fait, tu as aussi les mêmes symptômes que le raidesse. Donc, dans ce qu'on appelait anciennement surentraînement, je pense qu'il y a des gens qui étaient juste frappés par ce syndrome-là. Oui, ça c'est... Donc, ça permet de faire une différence. Oui, c'est vrai qu'on a... En fait, si... Ouais, je comprends ce que je veux dire. Et donc ça permet d'avoir si le diagnostic une analyse plus fine. Tu as une analyse plus fine de ce qui est la cause. D'accord. Tu peux y répondre plus précisément. En fait, c'était un peu un fourre-tout, le surentraînement, et maintenant on a une affinité. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, je pense c'est important, c'est que le déficit calorique pour les sportifs réguliers peut être sournois et n'est pas bon à tenir sur le long terme. Quoi qu'il y ait. C'est-à-dire que si vous êtes en déficit calorique de 600 calories, bon, là, très vite, vous êtes rappelé à l'ordre. Mais si vous êtes en déficit calorique de 150 calories, ça peut mettre 3, 4, 5 ans, mais ça sera un frein tôt ou tard à la progression. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est normal de passer par des zones d'affûtage, où des fois, on va prendre un peu de gras, on va en perdre, on joue un peu sur ça. Mais voilà, si vous dépensez tous les jours 3000 calories et que vous apportez que 2800, ça va être surnois, mais
tôt ou tard, vous allez le payer et ça va freiner votre progression. On ne doit pas négliger le déficit calorique. C'est pas quelque chose qui va dans le sens de la performance. Voilà. Des fois, souvent, quand on est amateur, on se dit j'ai un peu moins mangé, je vais pas prendre de frites. Attention, je vous dis pas gaffez-vous de frites et je tombe pas parce que c'est sûr t'es caricaturé par les mecs un peu nains, mais ils disent n'importe quoi. Non. Ce que je veux dire, c'est que apporter les aliments dont vous avez besoin à votre corps, c'est important. Vous pouvez avoir des phases d'affûtage. C'est voilà, si vous êtes en machin, mais si vous perdez plus de 2 kilos sur une prépa marathon. Et que vous êtes déjà sur même 2 kilos, c'est énorme. Franchement, je suis pas nutritionniste, mais on a plein de podcasts nutritionnistes qui expliquent ça mieux que moi. Mais vous n'êtes pas censé beaucoup perdre si vous êtes déjà à votre poids de forme. Enfin, pas au poids de forme, mais si vous êtes déjà mince, machin. Si vous perdez trop sur une prépa marathon, trop tôt en tout cas. Voilà, si c'est à la fin, ça va. Mais si c'est trop tôt dès le début, c'est que ça craint quoi. C'est pas même si vous avez l'impression d'être performant parce que vous l'êtes sur un court terme, ça peut être dangereux après. Voilà, désolé pour l'aparté. Non, mais c'est important. Je sais, peut-être je sais pas si les femmes ils sont plus prédisposées que les hommes. De mémoire, j'ai l'impression que oui, mais j'ai pas. Oui, je crois. Le sujet. Ouais. Donc ça serait aussi intéressant à prendre en compte. Après, et par contre, l'aspect insidieux est hyper important parce que tu fais bien de le rappeler parce qu'on s'habitue à beaucoup de choses qui sont normalement déraisonnables. Et donc en fait peut-être qu'on a eu des signaux il y a 6 mois et en fait on les a pas écoutés, on s'y a accoutumé. Et puis il y a le déni aussi. On se met à soi. Oui. Mais ça en fait on les entend plus parce qu'on s'y est habitué, on pense que c'est normal. Tac. Après 10, alors ça c'est quelque chose qui est énormément revenu sur l'IA. Aussi bien comme le poids. Après 10-15 km, mes sorties me paraissent longues et ennuyeuses. Comment éviter ça? Alors, je l'ai un peu résumé, mais grosso modo, dans le prompt que le gars avait écrit, qu'on avait retrouvé, c'était j'aime bien courir jusqu'à un certain minute et puis après, je prends plus tout de plaisir et je passe c'est la prairie, les petits oiseaux, c'est génial, j'en peux plus, c'est chiant, je veux rentrer. Et il y a vraiment ce côté-là. Et donc, comment on évite ce côté-là? Et ça, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec tu vois, c'est parce que c'est vrai que c'est des sujets où on parle très peu. Et en fait, c'est vraiment des problèmes que beaucoup de gens ont. Là encore, c'est une question de contexte parce que si une personne se pose cette question, c'est-à-dire qu'il a, de mon point de vue, une nécessité à courir plus de 10-15 km. Donc, potentiellement, il veut préparer un marathon. Et donc, la préparation marathon l'oblige à un moment à courir plus longtemps que ça. Donc, il se dit, je suis obligé de le faire. Donc, comment est-ce que je peux faire pour réussir? Oui, mais c'est un débutant, ça peut être les 20 premières minutes. Et tu vois, c'est une échelle. Ce que je veux dire, c'est que le contexte, je précise le contexte parce que il est... Dans ce cas-là, si une personne me dit ça, j'ai envie de lui donner des conseils pour faire en sorte qu'il ne s'ennuie moins. En revanche, si une personne n'a pas ce contexte-là et juste me dit moi je m'ennuie après 10-15 km, je dis mais pourquoi tu veux courir plus? Juste cours moins, ça se trouve, tu préfères faire des 5 km et des 1500 mètres, mais entraîne-toi pour ça et te prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas obligé de faire beaucoup plus long. Donc, si une personne me pose cette question, je pars du principe qu'il y est forcé, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire des sorties longues, tout le monde n'est pas fait pour préparer des marathons, et il y en a qui sont plus faits pour se faire plaisir tu as parlé de plaisir tout à l'heure, mais pour en tout cas retirer plus de plaisir de courses plus courtes, et pour préparer un 5 km, t'as pas besoin de faire des sorties longues de 15 km. Donc, c'est dans le premier contexte que je vais répondre à cette question. Comment éviter ça? Alors déjà, il y a un aspect progressivité, parce qu'on s'accoutume, tu l'as dit au tout début, tu l'as dit là juste précédemment, un débutant qui commence à courir, moi j'ai entendu des débutants au bout de 30 minutes dire « ça me saoule ». Mais en fait, ça les saoule parce qu'ils sont aussi quelque part un peu mis en échec, et parce que c'est plus dur que ça en a l'air, que ça devrait l'être, parce qu'ils n'ont pas respecté leur endurance fondamentale, parce que plein de choses qui font que, en fait, c'est pas une partie de plaisir parce que c'est dur. Et donc l'aspect progressivité, le fait de nous amener progressivement à des distances plus longues, va déjà permettre de réduire la pénibilité et donc de réduire cet effet un peu épidermique qu'on a vis-à-vis des sorties longues, première chose. Ensuite, on va aller sur des conseils un peu plus pratiques, donc qui est par exemple, tout à l'heure on a parlé de courir en ville, en effet faire sa sortie longue dans des endroits un peu cool. Par exemple, moi je sais que j'ai un parc un peu plus loin de chez moi, que je ne peux atteindre que dans mes sorties longues, mais le fait de l'atteindre et d'être dans un environnement qui change me permet de changer un petit peu mes habitudes, de voir un truc nouveau, et donc c'est moins redondant avec le reste, premièrement. Deuxièmement, il y a tout ce qui est podcast, musique, etc., qui permet quand même de passer le temps beaucoup plus facilement. Si je devais faire toutes mes sorties longues sans podcast et sans musique... Dans la tête d'un coureur, voilà, c'est... oui, t'as sauvé pas mal de sorties. Hein. Et encore, là, la course à pied, 10-15 km, mais il faut imaginer en trail ou à vélo, t'as des entraînements de 4, 5, 6 heures, et là, il faut les occuper, hein, parce que si t'as... Il y a des gens qui nous écoutent, on a peut-être sauvé leur séance. Mais... Et sinon, courir en groupe, dernier conseil. Oui, ça, c'est ce qui marche vraiment. Mais on n'a pas tous accès à un groupe et tout. Mais
voilà, moi, c'est mon plus beau compliment quand les gens disent j'avais pas envie d'aller courir, franchement, j'avais la flemme et tout. Et du coup, je me suis mis un podcast, ça m'a motivé. Et puis, j'ai fait ma séance, en fait, j'ai kiffé. Ouais, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. Quand on me dit ça, j'adore. Je dis, mais Bon, vous savez quoi ça rend- envoyer ça au met- petit Guillaume ça pour met Noël. du sens. Ah, c'est quoi évaluation Apple Podcast, les gars. Vous voulez me faire plaisir pour Noël? Franchement, les gars, Un petit 5 étoiles. un petit 5 étoiles pour Tristan et moi. On vous fait des émissions aux petits oignons, on met le son. Surtout pour Guillaume, parce qu'il Franchement, vous gâte. Hein. mais non, Il vous mais gâte. même Tristan, salut, vous savez pas, il m'envoie des WhatsApp, il me dit regarde le commentaire qu'on a eu, il est trop content, on a des boucles de messages et tout. Vous savez pas l'amour que ça nous apporte, le plaisir. Donc si vous voulez nous faire un petit cadeau, les gars, évaluation sur Spotify, évaluation sur Apple Podcast, un petit commentaire. On lit tout avec énormément de gourmandise. Faites, Puis surtout, voilà. les podcasts sont gratuits, donc c'est une Voilà. petite rétribution. Ce Exact. soir, quand vous laverez les dents et que vous êtes en train de scroller, tac. Ah, Oh, tu l'avais déjà punaise. fait celle-là, ouais. Ouais, mais ça Ah, marche bien. c'est ça, t'as raison, ancrage. Donc ce soir, si vous courez, machin, vous passez à autre chose. Et vous nous avez pas laissé une petite Voilà. note. Vous n'avez pas quand vous allez vous brosser les c'est hypnotique. Quand vous allez vous brosser les dents ce soir, La hop, grosse pensez, tête de Guillaume, pap, bam, qui apparaît. évaluation Apple Podcast. Ça- Je suis désolé, je dois aller vite, mais voilà, je suis désolé parce que des fois les gens me disent ouais Guillaume tu coupes, Guillaume tu laisses pas le temps, mais les gars j'ai un planning à tenir, De toute il y a façon- des équipes, j'ai pas le De toute choix, façon, je suis j'ai eu désolé. 24 questions au début, je me suis dit, il n'y a aucun moyen qu'on fasse 24 questions. Mais c'est Noël, faut être généreux. Voilà, on nous laisse des évaluations, faut être généreux. Alors, là, on va aller vite. Les conseils à connaître en tant que nouveau coureur. Allez, donne 3 conseils rapides. Ok, 3 conseils. 3 conseils, comme ça on est impactant. Vous courez trop vite vos endurances fondamentales. Bam. 1. 2. Régularité, vas-y. Vous n'êtes pas assez régulier. Vous annulez trop vos séances. Je Non. sais pas si en tout cas, ce que je peux leur dire, c'est que c'est normal que ça soit dur au début et vous allez voir que ça va s'améliorer. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 4 mois, ça peut en prendre 6. Mais il y a un moment où l'aspect Vous allez kiffer. où l'aspect horrible, en tout cas kiffé, je sais pas, mais où l'aspect horrible, vous rentrez, vous êtes couché, ça sera terminé, vous allez pouvoir. Non, c'est vrai, personne ne prend de plaisir les premières semaines. C'est comme quand tu bois du vin, tu vois. Ouais. Je dis pas ou du whisky. Enfin, moi, j'aime pas le whisky, mais j'imagine que les gens qui aiment le whisky, la première fois qu'ils ont goûté du whisky, ils se sont pas dit waouh, c'est trop bon, tu vois. Ouais, j'imagine. C'est Et un dernier, oh là, attends, là, tu me prends. Étant donné qu'on peut faire un podcast sur les meilleurs conseils à connaître en tant que coureur, passons-le. De toute façon, Ouais. on en donne souvent. On leur donne déjà trop d'attention à ces coureurs. Voilà, on en fera d'autres. Alors, un autre qui est assez drôle, et un autre, franchement, c'est trop drôle parce que, en vrai, je pense que c'est vraiment des questions que les gens se posent, mais qui sont jamais traitées dans les podcasts ou dans les. Enfin, voilà. Donc, trop content. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Les chiens sur la route me font peur quand je cours. Et ça, c'est vrai que, bon, nous, on aime les animaux. Oui. On est des Tous les passionnés deux d'animaux. propriétaires Voilà. d'un chien, d'une petite Voilà. chienne heureuse. Exactement, on adore ça et on n'a pas peur, on connaît. Mais c'est vrai qu'il y a des gens à qui ça fait peur. Il y a des gens aussi, moi je promène je suis coureur et je promène mon chien. C'est vrai que des fois je vois des coureurs qui ont des attitudes avec les chiens pas ouf, tu vois, en tant que moi propriétaire de chien. Voilà, qui sont très nerveux ou agressifs, voire même des fois des coureurs qui donnent des coups de pied, ça m'est jamais arrivé, mais qui donnent des coups de pied aux chiens. Maintenant, j'entends aussi qu'il y a des gens qui ont peur. Et c'est horrible pour eux parce que il y a des chiens ils vont dans les parcs, ils sont détachés, il y a des chiens foufous et c'est des gens qui ont des phobies, c'est pas une blague quoi, et ça doit jamais être un frein à la pratique sportive. Voilà, que faire? Voilà. Là, de mon point de vue, il y a une responsabilité des deux côtés. Il y a une responsabilité du côté du maître, typiquement. Je sais pas, mais moi, je promène mon chien sans longe. Bah, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, s'il vous plaît, rappelez votre chien, je sais que si je l'appelle, elle va revenir. Donc typiquement, il y a aussi cette responsabilité-là où si les gens nous demandent quelque chose, c'est notre responsabilité aussi que ça se passe bien. Bref, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Il faut avoir la maîtrise de son chien. Voilà. Donc ça, c'est du côté du maître où il y a une responsabilité d'avoir un chien qui se comporte bien. Deuxièmement, je pense aussi, il y a une nécessité. Là, je parle en tant que propriétaire de chien plus qu'en termes. Bah, on est un peu biaisé, nous. On a choisi notre camp. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt pour les gens qui ont peur des chiens comment dire, de rentrer en contact avec des chiens et de voir aussi un petit peu comment ils se comportent. Parce que je sais pas si. Ouais, mais quand t'as une phobie, c'est dur. Quand même. Oui, je sais. Mais alors déjà, ça va C'est pas un lutter truc contre la phobie. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en fait, souvent, ça naît d'une incompréhension. Et les gens qui ont peur des chiens font exactement ce qu'il faut pour attirer des chiens. Oui, c'est. Ils commencent à crier, ils commencent à bouger dans tous les sens, ils les regardent dans les yeux. Enfin, je veux dire. Tout ce qu'il faut ne pas faire pour attirer un chien, ils le font. Et donc, c'est là où je veux dire, en fait, parfois, ça veut pas dire surmonter leur peur, mais ça veut dire apprendre à le connaître, ce qu'est un chien, parce qu'en fait, un chien, c'est instinctif, ça va avoir c'est à la fois instinctif, mais à la fois, ils répondent tous de la même manière.
Vous criez, vous bougez dans tous les sens, vous les regardez dans les yeux, ils vont venir parce qu'ils ont l'impression que vous les jouez avec eux. Donc c'est là où je veux dire, rentrer en contact avec des chiens pour aussi apprendre comment est-ce qu'un chien fonctionne et se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus standardisé entre guillemets que ce qu'on pourrait le penser. Et c'est pas fou un chien, c'est-à-dire qu'il va pas comment. Bah c'est aussi c'est un chiot. Des fois tu vois des chiots et tu croises. Moi je me souviens quand j'étais coureur, je suis tombé sur des chiots et ça m'a saoulé parce que voilà, le mec le chien il m'a sauté dessus et tout. À l'époque bon j'avais pas forcément de chiots, je me rendais pas forcément compte donc c'était agaçant et c'est sûr que ça peut être agaçant. Donc je pense que si vous avez peur, faut pas hésiter déjà à communiquer, à parler avec le propriétaire. Alors vous avez des idiots partout. Absolument. Des gens qui vont vous dire non, mais globalement dans 98% des cas, pour être propriétaire des chiens, quand quelqu'un me dit excusez-moi, je vais pas, vous pouvez rattacher votre chien, bah je dis limite je suis trop content parce que je dis bah voilà la personne elle communique, elle me dit je la rattache et j'ai aucun problème, je le rattache, vous inquiétez pas, je l'attache, en plus je la tiens pour vraiment que vous soyez rassurés et il y a aucun problème, voilà. Ensuite évidemment, l'espace public appartient à tout le monde, on doit tous coexister. Le meilleur conseil que je pourrais donner à des coureurs, en vrai, vous avez un chien, vous tracez votre route, vous ne le regardez pas, vous ne dites pas même pas bonjour aux gens qui ont un chien. Voilà, aucune interaction, vous n'y pensez pas, vous courez devant et dans 98% des cas, il va rien se passer. Voilà. Et dites-vous bien qu'un chien détaché, s'il y a le maître à côté, alors il y a des tarés, mais c'est quand même assez rare. Mais moi, je suis plus rassuré quand il y a un chien détaché et que je cours et que je sais que je passe à un chien rassuré, parce que généralement s'il est détaché c'est qu'il a du rappel, c'est qu'il se comporte bien, c'est que ça va. Si je vois un chien avec la longe, la muselière, le truc, bon là il y a peut-être moyen où vous pouvez dire quelque chose et vous pouvez flipper et changer de trajectoire. Mais globalement un chien détaché avec son maître à côté, qui est pas en divagation. Alors s'il est en divagation, effectivement là ça peut être très dangereux et donc franchement. C'est pas divagation. Divagation, c'est si t'as un chien qui est il est tout seul. Tout seul. Bah, oui, ok. Et vous voyez pas le mettre à côté. Donc là ça peut être un chien qui s'est fugué et les chiens qui fuguent c'est souvent les chiens parce qu'ils sont pas heureux chez eux ou pas heureux chez eux. Non. Bon, et je précise donc, quand même que là on parle en. Qui ont des besoins de. J'ai caricaturé parce qu'il y a quelques. On parle en France métropolitaine parce que voilà. Typiquement sur l'île de la Réunion il y a oui bien sûr. Et donc là on parle en France métropolitaine. Je ne maîtrise pas les chiens. Voilà, mais en France métropolitaine si vous voyez un Malinois ou un caniche, parce que je ne vais pas stéréotyper, mais qui est tout seul comme ça et il n'y a pas de maître du tout à côté, ça pue un peu quand même. Voilà, ça pue un peu. Mais si le maître est à côté, que ce soit même un pitbull, n'importe quoi, et que le maître il est à côté, c'est cool. Et généralement, les gros chiens, les gens ont justement plus d'attention à l'éducation que les petits chiens. Donc c'est pas parce que vous voyez un Malinois, un pitbull ou un Rottweiler ou n'importe quoi, même s'il est détaché, c'est cool parce que c'est que son maître il a bien fait le job et le chien il est trop cool. Par contre, voilà, c'est plutôt les petits chiens. Donc voilà. Bon, pas de. Tracez votre route, si vous avez peur, dites pas bonjour, on s'en fout, c'est pas poli, mais c'est pas grave. Vous tracez votre route et vous allez voir que tout va bien se passer. Et n'essayez pas de le caresser, n'essayez pas de parler, n'essayez pas de. Absolument. Voilà. Normalement, quelqu'un avec un chien qui est réactif, il est au courant que son chien est réactif et j'espère que cette personne-là fera attention. T'as des tarés, hein. Ouais. T'as encore une histoire là sur Jardin du Luxembourg à Paris où t'as un mec avec un berger braque, un mec de 70 ans. Qui bade avec son chien et il a déjà dégommé 2 chiens au Jardin du Luxembourg. Alors ça c'est très pourtant le mec est vraiment le petit papy très smart avec le petit blazer, chien de chasse, CSP++, tu vois, mais c'est juste il a décidé qu'il allait pas mettre de laisse à son chien et il est dans le déni. Non, mon chien il est gentil, c'est les autres qui sont méchants quoi. Mais alors ça c'est une autre spécificité, c'est qu'un chien peut être extrêmement violent avec un autre chien et n'en a rien à voir. Et très souvent, en fait, c'est le cas. Et ça, c'est l'un des apprentissages que j'ai eu quand mon chien précédent était plutôt violent avec les autres mâles. Et en fait, l'un des apprentissages que j'en retire, c'est à quel point est-ce qu'un chien en a rien à foutre des humains quand il est énervé. Hormis cas particulier de quelqu'un qui serait réactif sur un coureur typiquement ou un vélo. Mais typiquement, là, tu t'interposes entre 2 chiens qui se battent. En fait, ils veulent se battre entre eux. Toi, à la limite... les chiens réactifs humains, c'est quand même assez rare. Hein. Exact. C'est quand même assez rare. Ils sont généralement réactifs avec les autres chiens. Donc, tu vois, c'est assez rare avec les humains. T'as jamais côtoyé de chien. Tu le sais pas. Une idée. Ouais, tu le sais pas. Voilà. Donc les chiens réactifs humains, c'est quand même assez rare. Bon, on va pas divaguer. Allez, dernière question. Après, on aura un cadeau. Bon. Parce que c'est Noël. Mais j'ai rien pour toi, Guillaume. Non, et je crois que j'ai dit la même. Ah, c'est pas un cadeau pour toi. J'aurais que j'aurais pu. Là, malheureusement, il y a plus de budget. On a tout dépensé dans les prods. On a plus de sous. Tu vois, on a fait des beaux événements et on aura des beaux événements à la rentrée. Mais on a un petit cadeau pour nos auditeurs. Ok. Comment faire pour faire abaisser ma fréquence cardiaque? Ça, c'est une question qui est revenue beaucoup aussi. Alors, premièrement, par le souffle. Deuxièmement, en courant moins vite. Troisièmement, par le relâchement. La régularité surtout. Hein. Et quatrièmement, par le fait de progresser. C'est ce que j'allais dire, exactement. Et c'est pas une compétition, les gars.
Alors quoi qu'il arrive, c'est pas une Ça, c'est le compétition. côté Strava, le machin, ou les montres connectées, où t'as le machin. Étant donné qu'on on a se une, compare nos comme machins. on a une variabilité de fréquence cardiaque hyper élevée interindividuelle, pouvant aller jusqu'à des amplitudes de 30 battements par minute, à partir du moment où on n'a pas la même fréquence cardiaque maximale, c'est pas parce que votre fréquence cardiaque en footing est supérieure à celle d'un autre que vous êtes moins en footing que lui. On est tous propriétaires de ses propres données, et donc ça sert à rien de se comparer en absolu. Ça, c'est sûr et certain. C'est le moment du cadeau. Ah bah oui. Et voilà. Je te lance. Peut-être que en cette période de fête de fin d'année, il va y avoir le nouvel an, 2026, nouvelle année, il y a des gens qui vont se lancer des belles résolutions, dont peut-être faire un marathon, parce que généralement, janvier, c'est synonyme de plan d'entraînement marathon. Absolument. Il y a de plus en plus de trailers aussi qui viennent sur marathon l'hiver. C'est fini la guéguerre un peu. Il y a les routards et les trailers. Aujourd'hui, tout le monde se mélange et c'est trop bien. Et il y aura plein de trailers qui vont faire des marathons et qui vont préparer des marathons cet hiver. Et c'est trop cool. On a hâte de les accueillir. Et donc, pour toutes ces personnes qui veulent peut-être se lancer dans cette magnifique aventure du marathon, ou même n'importe quelle autre course, préparer un trail cet été, il faut être encadré. Il faut une structure. C'est peut-être le moment de pas demander à ChatGPT ses plans d'entraînement, mais d'avoir les meilleurs conseils possibles et imaginables en la qualité de Tristan. Comment on fait pour avoir les meilleurs conseils? Comment on fait pour avoir ça? Et ben, c'est là où on a une bonne nouvelle, parce que vous avez évidemment l'application Campus Coach. On peut dire première application de France de running, ou je sais pas si je peux le dire dans les Première application française. Première application française de running, concoctée par Tristan. Les plans d'entraînement, en effet, la méthodologie, en route, mais après, il y a Mathieu Blanchard pour le trail. Exactement. Et je pense que pour que les gens puissent avoir un petit avant-goût, tu as un petit code à leur proposer, mon petit Guillaume. Exactement, parce que c'est Noël. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est essayez Campus. Vous téléchargez l'application Campus Coach. C'est Tristan et Running Addict aussi qui sont aux manettes sur la partie un peu coaching, sur la partie contenu. Il y en a d'autres, parce que vous avez plusieurs associés. D'ailleurs, on les cite jamais, on peut les citer. Tiens. Jonathan, on vous passe le bonjour. Elodie, Jonathan et Elodie qui font un travail incroyable. En plus, moi, je sais, tu connais un peu les coulisses, j'ai la chance, donc on les salue, parce que il faut surtout pas les oublier, même s'ils sont moins sur le devant. Mais en tout cas, il faut commencer à citer tous les collaborateurs. Voilà, alors ils sont nombreux, vous êtes nombreux. Mais en tout cas, franchement, il y a plein de petites nouveautés qui arrivent en janvier. Je peux pas en dire. C'est une dinguerie cette application. Moi, je suis, c'est trop bien. Enfin, ceux qui sont déjà sur la plateforme, vous verrez, il y a pas mal de choses qui changent là pour la nouvelle année justement. Donc, il y a plein de cadeaux. Nous, on aura des événements, mais on vous attend. Mais là, si vous faites le marathon cette année, vous avez choisi votre année, les gars, parce qu'on va faire des événements. On va aller dans toute la France. Il n'y a plus de dossards disponibles. C'est les marathons du printemps. Il n'y a pas que le marathon de Paris, en tout cas. Mais même, c'est intéressant. Celui d'Annecy, par exemple, très beau marathon en avril, il me semble. Exactement. Et puis même, de toute façon, c'est intéressant de suivre ça. Donc là, on va. Il y a une culture. Mais moi, ceux qui n'ont jamais fait de marathon, c'est toujours intéressant de suivre ça, parce que c'est aussi un modèle, c'est l'endurance, c'est plein de choses. On apprend énormément en s'intéressant au marathon. Donc là, cette année, mais vous allez avoir du marathon, du contexte, et ça va être un truc de fou. Donc si vous avez prévu de faire un marathon cette année, vous avez vraiment choisi votre année. Si ça vous chauffe, allez-y. Il reste quelques dossards. Il n'y a pas que le marathon de Paris, il y a des trucs, et nous, on fera gagner en plus des dossards. Ouais, nous aussi, on a quelques petits. Et vous aussi, donc vous inquiétez pas, on a des bons plans pour vous. C'est Campus Coach, essayez. Donc là, essayez. Après avoir laissé l'évaluation à iTunes, vous téléchargez l'application Campus Coach. Code DLTDC. Code DLTDC, vous avez un mois offert. Comme ça, le plus simple, vous essayez. Si ça vous plaît pas, ça dégage. Si vous kiffez, vous restez. Ça vous aura pas coûté un rond, en tout cas, cette période d'essai. Bon, vous dégagez, vous pouvez toujours repasser une petite tête tous les 6 mois, un an. Voilà, voir comment ça évolue. Il y a des petites progressions régulières. En tout cas, vous avez un mois offert, donc il n'y a pas de prétexte. Voilà, si vous voulez reprendre la course à pied aussi au mois de janvier, il y a plein de gens qui vont reprendre. Si vous voulez, là, vous êtes un peu décousu, vous avez envie de remettre de la rigueur, de vous motiver. Une fois chargé en foie gras. Une fois chargé au foie gras après les fêtes. Mais franchement, téléchargez Campus Coach, code DLTDC, vous avez un mois offert, vous soutenez le podcast. Et puis franchement, voilà, je dis franchement tout le temps, mais moi j'adore. Voilà, on faisait des plans avant, on a arrêté. C'est vrai. On s'est dit, voilà, c'est pas possible, ils sont trop forts. Non mais c'est vrai, c'est premier degré. On a arrêté, on s'est dit c'est pas possible, c'est les meilleurs et c'est vraiment ça c'est ce qu'on veut créer, donc ça sert à rien qu'on le crée. Et puis plus le temps passe, plus on creuse l'écart aussi, donc ça compte aussi. Donc voilà, exactement. Merci beaucoup Tristan, belle fête de fin d'année à toi. De même, et à tous ceux qui nous écoutent là. Passez d'excellentes fêtes, profitez de vos proches. Joyeux Noël en effet. Joyeux Noël, gâtez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, la vie est dure, donc c'est des moments de magie où il faut en profiter. Voilà, on se retrouve en 2026 pour des nouveaux épisodes aux petits oignons. Merci de votre fidélité, bonne fête de Noël et à très bientôt.